et on commence. Alors, je vous amène cette semaine. Avant vous savez, le processus qu'on est en train de faire est un processus qui va durer plusieurs semaines. Il nous reste 11 semaines. On a un processus dans lequel on veut vous amener à développer un ensemble de compétences pour pouvoir mieux travailler vos projets de commerce extérieur. Dans le but de faire ça, on comprendra qu'on a des notions de base à accumuler. Comme dans n'importe quel projet à saveur économique, il faut constamment garder à l'esprit certains éléments de base avant de se lancer dans l'action. Il y en a quelques-uns qui sont déjà dans l'action, d'autres qui sont en train de vouloir le faire. Alors, on va un peu reviser ces étapes-là. Alors, ce que on fait cette semaine, et je vous en avais parlé la semaine dernière, on va ensemble dresser la table. Dans quel environnement on travaille? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous qui nous permet de faire ce travail? Alors, on va faire un tour des ressources, fédérales, provinciales, régionales. On va jeter un coup d'œil sur des ressources à l'international parce que je veux que vous compreniez l'environnement. On va aller faire un tour en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Je suis un amoureux de l'Afrique, je ne vous laisserai pas sans parler d'Afrique, évidemment. Mais on ne va pas s'attarder à l'international, on va s'attarder chez nous. On va s'attarder à nos ressources qu'on a. C'est important parce que ça devrait influencer la façon dont vous allez intégrer ces ressources dans votre planification pour aller chercher de l'appui de toute forme qui existe pour vous permettre de rencontrer le but de vos projets. Alors, cette semaine, on dresse l'environnement. La semaine prochaine, avec ça, on va être capable de parler de diagnostic, c'est-à-dire s'auto-diagnostiquer, et de planification. Alors, à mon humble avis, vous savez, dans une démarche, je vais écrire un peu, texte, j'imagine que certains d'entre vous savent ce qu'est qu'une analyse, dans le terme est anglophone, SWOT, c'est-à-dire Strength, Weakness, Opportunity and Threat. Strength, ça tient pour force, weakness, faiblesse. Alors, la semaine prochaine, basé sur ce qu'on fait aujourd'hui, on va travailler à comprendre nos forces et nos faiblesses au sein de l'entreprise, nos compétences, nos ressources financières, nos expériences passées. Et lorsqu'on va parler plan, dans la même journée, on va parler de quantifier l'opportunité et aussi analyser la menace, les menaces qui tournent autour de nous. La menace, c'est pas Al-Qaïda avec une Kalachnikov. Nos menaces, c'est nos concurrents, par exemple. Alors, des éléments comme ceux-là. Et pour se donner la capacité de ces outils-là, il faut comprendre dans quel terrain de jeu on œuvre ici, aujourd'hui, lorsqu'on est sur la Côte-Nord, puis qu'on veut aller sur des marchés extérieurs. Alors, c'est très important de comprendre cet environnement-là et qu'on soit sur la Côte-Nord, qu'on soit à Québec, qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Val-d'Or, ces outils-là sont accessibles. Évidemment, il y a une plus grande foisson de ces outils-là à Montréal, mais ils sont accessibles en ligne, ils sont accessibles quand vous venez faire un tour, ils sont accessibles souvent aussi au téléphone. Je veux vous parler de ça parce que je suis convaincu que je vais vous montrer des choses que vous ne soupçonnez pas. Et je vais essayer de vous montrer aussi comment s'en servir pour avoir le maximum de résultats de ces outils qui sont disponibles. Voilà. Alors, ces éléments-là, normalement, bien comprises, vont vous permettre d'aller plus vite, plus loin, à meilleur compte, à moins de risques. C'est bon, ça? Moi, je trouve ça important. Alors, dans ce qu'on a parlé la semaine dernière, de bien faire son exercice à l'export pour, je le répète, je vais en mentionner la semaine dernière, puis je vais revenir avec ça constamment dans les prochaines semaines, réduire son facteur de risque. Oh, il y a quelque chose qui vient de sortir. Je vous donne le micro. OK? Alors, je vais vous montrer aussi la portée de ces outils-là pour découvrir des opportunités d'affaires que vous ne découvririez pas autrement.
Je veux vous sensibiliser aussi à certains outils qui vont servir à amoindrir votre exposition au risque. Et à l'international, on le verra dans un module subséquent, il y a une portion importante de risque qui est croissante avec le marché extérieur où je veux aller. Alors, tout notre environnement repose beaucoup sur des organisations internationales qui façonnent ça avec des règles importantes, générales. On peut parler de l'ALENA, on peut parler de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'ALENA, qui est notre entente de libre-échange pour le nord de l'Amérique, c'est-à-dire le Mexique, les États-Unis et le Canada. Je vais vous parler un peu de ces éléments-là parce que ça influence la facilité et la difficulté qu'on a avec certains marchés. On a un accord qui s'en vient, on va en reparler aussi tout à l'heure, le TPP, le Trans-Pacific Agreement, qui se prépare, on est en train de faire. On est en train de faire aussi un accord avec l'Europe. Les producteurs de fromage du Québec sont malheureux, mais il n'y a peut-être pas des raisons d'être si malheureux que ça. Il y a des opportunités à travers tout ça. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça nous donne à nous et à vous dans vos secteurs d'activité. Alors, je vais vous montrer aussi où sont les possibilités d'aide gouvernementale disponibles aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que nous sommes le 24. Dans une semaine, c'est la fin du budget. Le mois d'avril commence avec un nouveau budget. Et je vais en tenir compte dans ma présentation parce qu'il y a des éléments qui... il y a des budgets qui sont vides au moment où on se parle. Il y a des budgets qui vont se remplir vendredi de la semaine prochaine. Puis si on est prêt pour déposer rapidement, on peut en bénéficier. Sans ça, dans certains budgets, un mois et demi plus tard, il n'y en a plus. Alors, pour comprendre ces éléments-là. Alors, je vais vous présenter toute une série d'outils comme ça. Toujours dans le contexte du commerce international, si on parle de l'environnement macro, je vous ai mentionné tantôt l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Je suis convaincu que la plupart d'entre vous ne sont jamais allés voir le site de l'OMC et n'y allez pas, ce n'est pas nécessaire. Ça ne sert pas vraiment à ce qu'on veut faire en tant que PME qui veut aller sur un marché extérieur. Et si on veut partir de la Côte-Nord et aller en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou dans l'État de New York ou à Singapour, l'OMC a peu de facteurs qui influent directement sur ce que fait l'entreprise ici. Par contre, dans cet environnement global, dans lequel elle est une notion importante, elle façonne les réactions des gouvernements. Les gouvernements qui mettent en place des outils pour appuyer les entreprises dans un pays comme le nôtre. Alors ça, c'est un facteur d'influence. Si je peux faire un parallèle de l'importance de l'OMC et de sa pertinence dans ce qu'on fait, si je reviens à la situation du bois d'œuvre, notre bois canadien, parce qu'on fait beaucoup de bois, et notre grand marché, comme dans plein de choses, reste notre marché au sud de la frontière, les États-Unis. Quand on a signé l'ALENA, on a signé que les frais douaniers, la taxe douanière, tout produit confondu, allait diminuer et aller à zéro dans une période de temps prévue. Et dans l'industrie de la construction américaine, parce que l'industrie de la construction est un facteur d'analyse de développement économique, dans le développement économique des États-Unis, la construction est d'habitude un facteur prépondérant. On analyse beaucoup basé là-dessus. Les nouvelles constructions sont faites en grande partie avec du bois. Du bois américain et le bois canadien compétitionnent, surtout quand notre dollar est plus faible. Alors, les Américains, il y a plusieurs années, ont rajouté une taxe illégale sur le bois canadien. Et si tu veux rentrer aux États-Unis, il faut que tu payes. Mais c'est illégal. Le gouvernement canadien a essayé de s'entendre avec le gouvernement américain qui a fait la sourde oreille. Qui plus est, on a tenté par voie amicale et diplomatique de changer. Mais le lobby du bois américain, si puissant, un garnisseur de caisse électorale, aux États-Unis comme au Canada, c'est des phénomènes qui existent et qui sont permanents. Quoi qu'on en fasse avec nos nouvelles et nos commissions d'enquête, ça reste quand même là. On travaillait fort pour empêcher d'enlever cette taxe pour protéger leur industrie du bois. Dans notre entente de l'ALENA, c'est un bris d'entente. Alors, après plusieurs années
plusieurs années, et ça c'est néfaste pour une petite ou une moyenne entreprise, plusieurs années de cette taxe illégale, le Canada a finalement porté plainte à l'Organisation mondiale du commerce. Savez-vous où c'est l'OMC? C'est à Washington. Hein, on portait plainte, le processus est long, ça prend quelques années avant d'être entendu. Puis quand ils ont été entendus la première fois, ben, ils n'ont pas vraiment donné de réponse. On est revenu une deuxième fois. Là, les années passent, là, on parle de 2, 3, 4, 5, 6. Tout ce temps-là, nos exportateurs de bois souffrent. C'est ce qui a donné un déclin important à notre industrie du bois. C'est à cause de ça. Finalement, quelques années plus tard, l'OMC a donné raison au Canada. Savez-vous qu'est-ce que les États-Unis ont répondu? Oui, et alors? Bon. J'essaie de vous donner une heure, l'heure la plus précise possible par rapport à l'importance de tout ça. On se base là-dessus, on analyse ça. Si on faisait un cours à l'université, on passerait 45 heures à parler de l'OMC. On vient de terminer l'OMC. Comprenez que c'est un facteur d'influence, mais quand on est une entreprise à l'autre bout du spectre dans tout ça, ben, on n'est pas nécessairement avantagé. Oh, il y a Tony qui a le micro ouvert. On attendait revenir dans le microphone. Bon, alors, vous avez compris, l'OMC, important, mais ça nous concerne peu. Alors, ces organismes, ces accords multilatéraux influencent un peu notre planète, mais c'est tellement éloigné de nous, tellement loin, que dans la réalité, au jour le jour, dans le bas complètement de ma pyramide, ici, ça n'a pas vraiment d'influence comme je penserais pouvoir m'en servir. Alors, évidemment, j'ai des accords continentaux, l'ALENA en est un, j'ai des accords internationaux comme le GATT, qui est une entente sur les tarifs douaniers sur la planète, j'ai des ententes sur la propriété intellectuelle, les contrats à l'international, la Convention de Vienne, sont tous des accords internationaux qui, quelque part, influencent ce qu'on fait. D'ailleurs, quand on va parler d'aspects légaux, avec probablement Maître Collat, il va vous parler de la Convention de Vienne, parce que tout contrat que l'on fait à l'international repose sur une convention internationale, qui est la Convention de Vienne, que je vous invite pas à lire, mais qu'un avocat qui travaille à l'international doit connaître, à moins que dans le contrat, ça soit écrit que ce contrat est établi selon les lois et les usages du droit au Québec, qui n'est pas la même chose que le droit dans le Rest of Canada, qui est deux régimes de droit complètement différents. Nous, on a hérité du droit gaulois, alors qu'eux ont hérité du droit anglo-saxon. Ce sont deux façons très différentes de gérer le droit. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais si je ne l'ai pas mis sur le contrat, je suis tributaire de la Convention internationale signée à Vienne dans les années 60. C'est ça qui régit mon contrat, quel qu'il soit. Okay? Alors, ces accords-là, vraiment, je veux essayer de vous dresser une compréhension dans quelle planète on vit. Après, si je fais un contrat, moi, ici, au Québec, je ne l'écris pas, et que je vends dans l'État de New York, ce n'est pas le droit de l'État de New York, ce n'est pas le droit du Québec, c'est la Convention de Vienne qui a préséance. Point. À moins que je l'ai écrit. Alors, si je demande à mon avocat responsable de mon divorce, j'ai pas divorcé, je vous rassure, ben, s'il ne connaît pas ça, il va peut-être pas me faire le bon contrat. Alors, il faut que je comprenne ça, puis il faut que mon avocat comprenne ça, puis il faut que mon banquier comprenne ces éléments-là, puis il faut que la personne qui rédige la lettre de crédit chez nous comprenne ces éléments-là pour savoir à quoi on s'expose. Vous savez qu'on a un accord de libre-échange avec le Mexique, les États-Unis, qu'on a signé il y a quelques 20-25 ans, et dans cet accord de libre-échange, on a donné le droit aux inspecteurs fiscaux américains de venir consulter vos livres chez vous à cette île. On s'est écrit quelque part en petit caractère, qu'on ne donne pas les assurances, que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas lu, puis que personne ne se souvient. Mais parfois, lorsqu'on commence à vendre aux États-Unis, on doit connaître le régime fiscal de l'État dans lequel on vend. Si je vends dans l'État de New York, tout ce que je fais en termes de commerce dans l'État de New York, il y a une incidence fiscale sur mon commerce. Je dois être au courant. Est-ce que je dois déclarer mes revenus et mes impôts dans l'État de New York? Moi, je ne peux pas vous répondre à ça.
Mais je dois le savoir parce que dans certains États, je dois faire ce qu'on appelle une double déposition. Je dois déposer en Utah, puis je dois déposer au Québec. Il y a une entente fiscale entre les deux. Je ne paierai pas 2 fois l'impôt, mais il faut que ça soit clair. Ou dans certains cas, je vais être obligé de payer une partie d'impôt d'un côté puis une partie d'impôt de l'autre, impôt corporatif. Il faut que je sois au courant de ça. Si je ne suis pas au courant, et voici l'anicroche dans l'ALENA, à un moment donné, j'ai un État aux États-Unis qui se réveille, qui se rend compte qu'une compagnie qui fait dans l'industrie automobile depuis 25 ans n'a jamais rempli ses obligations fiscales dans l'État. Alors, ils viennent avec les grands chapeaux ronds, là, comme ceux qu'on voit aux douanes, ils viennent chez vous, puis ils viennent fouiller dans vos livres, puis nous, on doit garder les originaux pendant 5 ans. Les États-Unis, c'est 8 ou 10, je ne me souviens plus, ça dépend des États. Là, ils fouillent, puis ils cherchent l'erreur, puis on est animé de bonnes intentions, mais on peut commettre des erreurs. Puis là, ils font le cumul des erreurs. Là, vous arrivez avec une facture. Alors, on a vu des entreprises se faire facturer 3/4 de million. Hein? Frais, pénalités, intérêts et tout ce que vous voulez imaginer. Là. Puis si vous ne payez pas, on ferme. Il y a des entreprises qui sont faites fermer comme ça. Il n'y en a pas des tas. Et si on ne sait pas ça, quelle mauvaise surprise. Puis l'entrepreneur, il n'en dort plus. Puis il doit avoir des idées noires qui lui passent par la tête. Puis il ne comprend pas pourquoi il est là. Puis il a l'impression qu'il a mal été conseillé à juste titre. Okay? Alors, tout ce que je veux faire avec ça, c'est vous éveiller à l'importance de comprendre l'environnement dans lequel on fonctionne et on travaille. C'est très important. Okay? Alors, évidemment, on a des accords régionaux ici au Québec. Je vous ai expliqué la semaine dernière que si je suis producteur de cheddar en Abitibi, ben, je ne peux pas sortir le cheddar de l'Abitibi sans une autorisation du MAPAC. Ça veut dire que toute mon entreprise, mon usine est analysée, mon transport, etc. C'est comme si j'exportais hors de l'Abitibi pour vendre à Montréal ou dans les cantons de l'Est ou en Beauce. C'est fou, mais c'est comme ça. Alors, je dois faire ça. Alors, si je veux amener mon cheddar en Ontario, ben, officiellement, je ne peux pas mettre mon fromage dans le camion, puis m'en aller en Ontario, puis le vendre, parce que ça prend des autorisations, des permis. Ça prend des éléments comme ceux-là. Il faut que je le sache d'avance. Il faut que je cherche où m'adresser à ça. Ce que je veux surtout aussi, c'est vous apprendre à vous poser des questions, à être curieux et à ne pas hésiter à poser la question. Vaut mieux une réponse de non, ça n'a pas d'importance que ah, on aurait dû le faire avant. Ça, très important. Alors, tous ces éléments-là vont influencer sur les décisions que prennent l'entreprise. Quand je vous parlais de l'OMC tantôt, ça influence pas vraiment, mais le support ou l'appui gouvernemental que j'obtiens aujourd'hui découle directement de tractations que le gouvernement a faites ou est en train de faire avec une organisation comme l'OMC. Ce ne sera pas long, je vais vous amener dans les questions. Alors, je vous parlais tantôt, dans les organismes d'accords multilatéraux, on va aller vite, le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale des douanes, l'OMD, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, l'OCDE, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le CCI à Genève, les banques multilatérales de développement, je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure parce que pour certains d'entre vous, dans les fiches que j'ai vues, il y a des projets qui peuvent être intéressants pour vous, projets qu'on va retrouver peut-être via les organisations des États américains, l'OEA, projet qu'on peut retrouver dans le marché commun de l'Amérique du Sud, le Mercosur, le Pacte andin, la communauté caribéenne, le CARICOM, l'Union européenne, l'UE, l'UMOA, l'Union économique et monétaire de l'Ouest Afrique. Même chose en Asie, l'ASEAN, qui est l'Association des nations du Sud-Est asiatique. Je continue, les organismes canadiens qu'on va voir. L'ancien ministère des Affaires extérieures du commerce international, qui a changé de nom, l'Agence canadienne de développement et international qui n'existe plus, qui a été amalgamée par le MAECI, qui est devenu le MAECD, et depuis qu'on a élu Justin qui se fait des selfies, on a encore changé de nom, on va aller voir, on va aller faire un tour, on va se promener dans les sites tout à l'heure pour bien comprendre ce qu'ils ont à nous offrir. On va parler brièvement de nos consulats, de nos ambassades, les nôtres, et les étrangères qui sont chez nous qui peuvent nous appuyer. On va parler de nos ministères qui peuvent nous appuyer, Industrie Canada, entre autres, Pêche et Océan,
Nos organismes québécois, le MEIE, pas vraiment le MRI, on va parler du MAPAC, on va parler du groupe AgroExport, on va parler des ORPEX, comme celle qu'Éric qui vous a invité à cette action-là, qui est un incontournable. On va parler des chambres de commerce, des associations de toutes sortes, pour comprendre un peu cette enveloppe de services qui vous est disponible. Alors, j'arrête une seconde, je prends une gorgée d'eau, puis si vous avez une question, ben, je la prendrai, sans ça, je vais poursuivre. Bon. Alors, l'OMC, on va passer un peu, ça ne nous est pas vraiment utile. J'ai dans les entreprises que j'ai autour de moi, Tony fait avec GRM International, fait du conseil. L'Union européenne, Tony, a 1001 projets sur la planète qu'elle finance. Là, je vais parler pour Tony, puis je vais parler pour les autres aussi après par la suite, là, mais Tony, il faut qu'on comprenne ceci. Une organisation comme l'Union européenne appuie des projets de toutes sortes, en Asie du Sud-Est, en Afrique, dans l'ancienne Europe de l'Est, à moindre chance en Amérique latine, mais parfois dans les Caraïbes aussi, de temps en temps, surtout dans des possessions qui découlent de l'Europe. La Martinique, le Guadeloupe, par exemple. Mais j'ai vu des projets aussi en collaboration avec CARICOM sur l'île de la Dominique, l'île Moustique, des choses comme celle-là, Saint-Martin, entre autres choses. Alors, des projets dans mon domaine à moi en développement du commerce, en assistance en développement du commerce. Alors, on retrouve sur un site comme celui-là, à certains endroits, dans les publications, on va retrouver un endroit où on retrouve le cumul de ces offres-là. On ira voir peut-être tantôt, j'espère que je l'ai mis. On va prendre une note. Je vais me sortir mon pad. Je vous parlerai de DEVEX, puis de développement d'aide, où on retrouve ce genre d'offres-là. Mais je veux insister que ces endroits-là sont parfois surprenants de ressources pour nous. Je continue. Je vais passer la CNUSED, fait aussi des projets de ce type. Ah oui, je reviens à mon Union européenne. Ah oui, le point que je voulais signifier, Tony, c'est que l'Union européenne, et c'est un point injuste à notre égard, nous Canadiens, l'Union européenne a fait des représentations énormes au gouvernement canadien pour que les entreprises européennes peuvent participer aux appels d'offres du MAECD, ministère des Affaires extérieures et du Commerce et Développement. Le MAECD, le D tient pour l'ancien ACDI. Ça a été changé de ministère, c'est devenu un truc du ministère des Affaires extérieures. Alors, les entreprises européennes peuvent appliquer sur des fonds de l'ACDI pour des projets internationaux, alors que nous, au Canada, notre entreprise ne peut pas appliquer sur des projets de l'Union européenne. L'individu peut. Tony Wright peut le faire, mais GRM International ne peut pas. Il faut comprendre ça. Alors, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on est associé et partenaire avec un bureau français à Lyon. Quand on voit quelque chose qui nous intéresse, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à Lyon, est-ce que tu veux être mon partenaire là-dedans? Veux-tu être officiellement le lead? On construit le dossier et c'est le lead qui le dépose. Si on le gagne, c'est le lead qui va gérer l'argent. L'argent va être versé à Lyon avant de revenir au Canada. Évidemment, ils vont prendre quelque chose pour faire cette gestion-là, c'est sûr et certain, mais c'est compris dans le budget qu'on a fait avec ça. Alors, je veux montrer un peu parfois l'inégalité dans nos rapports. C'est des éléments comme ceux-là que je veux soulever chez vous. Alors, l'Union européenne peut, la compagnie, mon partenaire de Lyon peut appliquer un projet de l'ACDI, ramasser le projet, puis même pas me demander l'heure. Alors que moi, si je veux appliquer un projet de l'Union européenne, il faut que je demande à un bureau européen de faire la navette à ma place, puis je suis obligé d'y verser de l'argent pour faire la job. Ça, c'est la situation qui prévaut actuellement. Ça va changer, je sais pas, on verra. Alors, la CNUSED fait des travaux aussi comme ça, va engager des bureaux, va engager des consultants individuels, toujours en développement du commerce. La CNUSED aussi achète des biens et des services, comme on peut le voir ailleurs, les Nations Unies, le PNUD, des éléments comme ceux-là,
achètent aussi des biens et des services pour rendre pour appuyer des projets. Je pense à, je ne sais pas, moi j'ai travaillé au PNUD, des bâtiments préfabriqués, une espèce de roulotte qui s'emboîte comme un mécano là, pour faire une espèce de village de fonctionnaires. J'ai travaillé au Tchad, puis tout le village des Nations Unies qui était là, c'était tout un amalgame comme ça, climatisé, des radios, téléphone, c'est du préfabriqué, ça rentre dans les containers, c'est déplié, c'est installé sur place, il coule du béton, puis il construit ça par-dessus. On fabrique ça au Canada? Saviez-vous ça? On fabrique ça dans l'Ouest, entre autres, une compagnie bien structurée dans l'Ouest qui fait ce genre de choses-là. Alors, ça devient des choses, je veux dire, on ne peut pas penser que des organisations comme la CNUSED font juste du travail de consultation. Ils ont besoin d'équipements, ils ont besoin de machinerie, ils ont besoin de toutes sortes de choses. Alors, des fois, ça devient une autre façon de prospecter le marché. Et entre vous et moi, peut-être c'est plus facile de se faire payer par les Nations Unies que de se faire payer par un gouvernement étranger dans un contrat. Alors, c'est des éléments qui doivent rentrer dans notre évaluation de la gestion du risque et de la facilité avec laquelle on peut faire des affaires. L'OCDE est une organisation d'appui au développement du commerce aussi. Nous, on se sert de l'OCDE comme une ressource de connaissances. Le site est riche en informations sur les pays. Alors, avant de vouloir se lancer dans une prospection dans un pays membre de l'OCDE ou non membre de l'OCDE, j'irai dans l'onglet pays, par exemple, ici, là, et j'irai fouiller sur ce que ce pays-là représente comme risque et comme possibilité. On le verra aussi dans d'autres endroits un peu plus tard, où on verra des plateformes comme celle d'Exportation Développement Canada qui vont nous parler du risque pays aussi, de la COFAS avec Cofanet, on reviendra là-dessus. Et ça, c'est un élément important. C'est le fun de voir la compréhension du risque par une organisation internationale, la compréhension du risque dans un pays par la France avec la COFAS et la compréhension du même risque par EDC qui est canadien. On va se rendre compte souvent, par exemple en Afrique, que la compréhension du risque africain par EDC, EDC a peu d'expérience en Afrique, donc est très craintive, alors que la COFAS accepte beaucoup plus facilement la gestion, l'assurance d'un risque en Afrique, parce qu'ils ont des investissements, parce qu'ils ont de l'influence, parce que le gouvernement français, qui possède la COFAS, comme le gouvernement canadien possède l'EDC, sont capables d'influencer pour essayer de rapatrier les mauvaises créances quand c'est le cas. André Pratt a de la misère. Oh, c'est revenu. Je continue tranquillement. Fonds monétaire international, bon, ne perdez pas beaucoup de temps là-dedans. La Banque mondiale, on en a parlé tout à l'heure. Mais j'ai des informations toujours qui valent la peine d'être jeté un coup d'œil sur les informations sur les pays. Ça m'intéresserait. Puis je fouillerai de temps en temps quand je suis en cours d'idées dans les publications. Des fois, je vais trouver des choses intéressantes. Mais nous autres, on a souvent participé à différents projets de la Banque mondiale. On a gagné un concours à un moment donné. On a rédigé les stratégies nationales de l'exportation pour le Burkina Faso, pour le compte du ministère du Commerce. Mais c'était un projet de la Banque mondiale. On a gagné ça à la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui nous a payé pour ce genre de choses-là. Alors, c'est intéressant de jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a des plateformes, je vous en reparlerai à un autre moment donné, où on retrouve le cumul de ces informations de projets. C'est différent, c'est cumulé de toutes ces informations-là. Voilà. Le Centre de commerce international à Genève, le CCI, qui a été dirigé pendant 14 ans par un Canadien, Denis Bellil. Denis Bellil qui avait fait, un instant, dans mes livres sur le commerce, c'est-tu la deuxième ou la première édition? Oui, la deuxième édition. Vous avez eu la troisième, ça c'est la deuxième. La préface de ça avait été faite par M. Bellil. Il était directeur du Centre de commerce international. J'explique ça parce que dans tous les pays en développement, le CCI a énormément d'influence. Le Canada donne généreusement au CCI pour toutes sortes de projets. Le CCI a une compréhension dans analyse de marché de ces pays en développement. Fait que si je veux faire un travail, si je suis intéressé par le Pérou, l'Uruguay, le Sénégal, le Kosovo,
la Grèce. J'irai fouiller là-dedans pour comprendre une autre vision de leur compréhension du marché. Eux, ce sont des gens qui assistent au développement du commerce de manière générale, financés par les pays donateurs, la Suède, la France, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Et ils ont une compréhension de cette gestion, de cette compréhension du risque très particulière de ces pays-là. Alors, des fois, ça donne un validateur sur ce qu'on veut faire, comme ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil et peut-être de se servir de ça comme facteur d'influence dans notre raisonnement, notre analyse, dont on parlera la semaine prochaine. C'est un site riche en nouvelles, mais je sais très bien que vous, propriétaire de PME, on ne passe pas son temps là-dessus. C'est pas du tout. Alors, évidemment, comme dans la plupart de ces sites-là, je peux avoir le fil Twitter pour ceux qui sont Twitter. Ils ont une portion LinkedIn. Je peux donc m'abonner à eux via LinkedIn. Je ne sais pas qui parmi vous est sur LinkedIn là-dedans. On va pas en parler aujourd'hui de LinkedIn ni de Facebook entreprise, mais on va en reparler quand on va parler des TI dans notre stratégie de développement de marché international. C'est important. On doit apparaître, nos entreprises aussi doivent apparaître parce que une stratégie promotionnelle de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut offrir, passe aussi par ces outils-là. Alors, si je m'intéresse à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ben, j'irai certainement suivre ce que le CCI publie. Je peux m'abonner à un bulletin électronique que je vais recevoir, que je ne suis pas obligé de lire. Je peux m'abonner à leur fil d'information, leur fil RSS, leur page LinkedIn, leur page Facebook, si ça m'intéresse. Ce que moi, je fais avec ça, c'est que je m'abonne au bulletin de ces différentes organisations-là. Et dans mon Outlook, je m'arrange pour mettre une commande automatisée. C'est relativement simple. Peut-être qu'on le verra quand on parlera de TI, je vous le montrerai. Dans lequel je peux dire que quand j'ai les nouvelles du CCI qui arrivent, ça va dans un fichier de nouvelles que je consulte à peu près une fois par mois. Quand j'ai un vendredi qui pleut, je ne peux pas aller jouer au golf, je ne peux pas aller en ski, puis j'ai pas envie de travailler et d'appeler des gens, puis je suis fatigué de ma semaine, je peux me passer l'après-midi à fouiller à travers ça. Et je trouve beaucoup d'informations qui vont être une nourriture dans ce que je fais. Alors, je suis abonné à beaucoup de choses pour ça. On y reviendra. C'est une circulation d'informations qui va me permettre, bien sûr, d'améliorer ma pensée par rapport à ce que je fais. Alors, si moi, je suis dans le secteur, moi, je suis dans le secteur du conseil, développement de commerce à l'international, alors vous comprendrez qu'un CCI, pour moi, c'est très important de voir quelles sont leurs tendances. Ça va influencer les endroits où je peux m'intéresser et peut-être dans certains de leurs projets où je peux proposer ma compétence. Alors, vous-même, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, que ce soit les tartinades de fruits, que ce soit des projets de construction, que ce soit des projets d'ingénierie, qu'importe, c'est important pour moi de suivre mon secteur d'activité pour nourrir mon imagination de propriétaire de PME, parce que l'entrepreneur a des idées parce qu'il a le cerveau nourri de possibilités. Puis c'est lui qui fait les liens entre tout ça pour arriver à l'avant. Alors, c'est un site très riche. Si je m'intéressais, puis là je vais aller vite, si je m'intéressais aux Caraïbes, c'est pas désagréable les Caraïbes, hein? C'est des missions en janvier et février d'affaires là-bas qui sont déductibles de revenus que je paye avec du brut et non pas avec du net après avoir payé de l'impôt. C'est toujours le fun. Moi, je me souviens quand je travaillais beaucoup le Mexique, à un moment donné, le Mexique, c'est très important, la famille. Très, très important. Alors, il y a une année où je suis allé voir mes fournisseurs, ben, j'ai amené mon épouse puis mon petit garçon qui avait 9 mois, là, pas le même. Là. Ça, c'était mon meilleur outil marketing. Au Mexique, ça ne marche pas à Manhattan. Alors, j'ai amené mon bébé avec moi et j'ai obtenu mes premiers crédits d'exportateur avec mes fournisseurs mexicains parce que j'ai amené mon bébé. Ben, écoute, c'est une démarche commerciale, c'est déductible, j'ai tout passé mes dépenses là-dedans. Puis jusqu'à date, Revenu Québec m'a pas questionné là-dessus. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, l'information sur les Caraïbes se trouve là. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, l'UMOA, qui est fort connu pour les gens qui travaillent là-bas. En Asie, j'ai la même chose. Southeast Asian Nation, l'ASEAN. Des éléments comme ceux-là. Bon, super.
Là, on a fait un survol rapide de la planète. On a une bonne idée de cet ensemble-là. Je n'ai pas tout répertorié. C'est absolument pas nécessaire. C'est pas ça qu'on veut faire. Je veux juste vous montrer que ce sont des facteurs de compréhension de ce que je veux faire. Alors, si c'est l'Amérique latine qui m'intéresse, je vais me brancher à ces outils-là d'information, puis je recevrai le bulletin électronique, ou je vais être abonné au fil RSS, ou je vais être abonné à la page LinkedIn, puis de temps en temps, je reçois un petit quelque chose, que je lise pas, je le mets de côté, puis une fois de temps en temps, j'y jette un coup d'œil. Ça va me stimuler les neurones, puis je vais me mettre à voir ça différemment. Super. Okay? Maintenant, chez nous, au Canada, ben, on est en train de faire un accord de libre-échange avec l'Europe. On a fait des accords de libre-échange avec plein de pays que vous ne savez pas. Le Costa Rica, 2003, je pense. Nous autres, on avait été sollicités là-dedans. On a été formés des exportateurs costaricains à travailler avec le Canada. Il y avait de l'argent pour ça parce qu'il y avait un traité de libre-échange qui avait été signé. Et en faisant ce genre d'action-là, ça crée des ponts entre des entreprises du Costa Rica et du Canada. Alors nous, on a vendu des avions, on a acheté des bateaux pour les gardes-côtes, des bateaux comme des Zodiac, mais fabriqués au Costa Rica. On a acheté des produits agroalimentaires, pas juste le café, toutes sortes d'autres choses. On a vendu de la technologie, on a vendu du savoir-faire, on a vendu de l'éducation professionnelle, on a vendu plein de choses parce qu'il y a eu un développement d'action autour de ça. Alors, quand il y a un traité de libre-échange qui se met en place, il y a des enveloppes budgétaires qui tombent du gouvernement fédéral qui permettent de mettre en place toute une série de projets de toutes tailles, de toutes sortes, pour être stimulateur de commerce entre les deux pays. Ça devient intéressant. Quand on a signé l'ALENA, la même chose s'est faite, entre autres, avec le Mexique. Rapidement, on s'est rendu compte, après la signature en 1994, donc 95, 16, 17, que les Canadiens ne savaient pas travailler avec le Mexique. Alors, le gouvernement a mis en place un atelier, comment faire affaire avec le Mexique, How to Trade with Mexico. Et nous, on était engagés pour balader ça à travers le pays. 18 villes de Halifax à Vancouver. Puis on allait d'une journée, c'était un séminaire d'une journée, de 9h à 4h, sur comment faire affaire avec le Mexique. Puis on expliquait les us et coutumes, les façons de procéder, la façon de négocier, des éléments comme ceux-là, pour générer de l'intérêt vers le Mexique où les gens, les premières démarches, 94-95, sont allés, puis ils n'ont pas compris, puis ils ne comprenaient pas que les Mexicains ne faisaient pas affaire comme nous, Nord-Américains du Canada. Alors que je te propose un produit, je te donne un prix, puis tu devrais dire oui, puis on n'en parle plus. Tu m'as dit oui, c'est bon. Mais si je pose la question à un Mexicain, veux-tu acheter mon produit? Il n'y a qu'une seule réponse qu'il va me donner. Il va dire oui. J'ai traversé le continent. Je suis dans un hôtel à Mexico qui coûte une fortune par jour. Puis il veut que je sois heureux. Son souhait est un souhait positif. Il veut me garder content. Alors, il ne va pas me dire non parce que je vais être déçu. Alors, il va me dire oui. Comme ça, je suis heureux. Il est animé de bonnes intentions. Mais il n'est pas intéressé du tout. Alors, on leur enseignait à poser la question différemment. Une question ouverte et non pas une question fermée. Une question fermée, c'est oui, non. Une question ouverte, c'est de quelle manière mon produit ou mon service peut-il être utile dans ce que tu fais? Et là, je regarde beaucoup la réaction du visage, les yeux, la façon dont tu réagis. J'écoute sa réponse. Il va me dire oui, ça m'intéresse, mais il va me démontrer dans son discours que ça ne l'intéresse pas vraiment. Alors, quand on met en place des traités de libre-échange comme ça, ben, on découvre qu'il y a plein d'outils qui se mettent en place pour faciliter ça. Alors, en retenant ce que je viens de dire là, ben là, j'ai un accord de libre-échange transpacifique qui va se mettre en place. Puis j'ai un accord de libre-échange qui va se mettre en place avec l'Union européenne. Que ça peut devenir intéressant. On n'a peut-être pas la taille pour s'intéresser aux deux, mais si on choisit d'aller là où on a des cousins qui parlent une langue similaire à la nôtre, comme la France et la Belgique, bon, je comprends que la Belgique, cette semaine, n'est peut-être pas le premier engouement, mais ça va passer, là. Dans 2 semaines, on va parler d'autres choses. Mais peut-être que ça vaut la peine de commencer à prospecter dans cette direction-là.
parce que je vais arriver avec certainement un engouement de la Belgique et de la France vers le Canada, et on le voit déjà. Nous, dans ce qu'on fait comme travail d'appui au commerce pour les entreprises privées de différentes tailles, on se fait de plus en plus solliciter par des entreprises européennes. Pouvez-vous nous aider à introduire notre produit en Amérique du Nord via le Canada, via le Québec, par exemple? Alors, on a fait récemment une entreprise dans les huiles essentielles et on est en train de travailler une entreprise spécialisée dans des revêtements à plancher de couleurs avec des motifs, plutôt des choses comme ça là. C'est intéressant. Mais c'est là parce qu'ils découvrent que l'opportunité canadienne s'installe avec, c'est pas la réduction de tarifs douaniers qui fait la différence. C'est le support, l'engouement, le fait que c'est dans toutes les presses, qu'il y a un mouvement qui se crée. C'est pour ça que ces éléments-là, lorsqu'on dresse la table, sont des éléments d'influence dans ce qu'on veut faire. Alors, il n'y a pas de traité de libre-échange Québec-New York, mais il y a d'autres choses à ce niveau-là dont on reparlera tantôt. Alors, c'est pour ça que l'ALENA a joué un rôle important dans ce qu'on fait avec ça, ce qui nous a permis de faire beaucoup de choses avec le Mexique et de délocaliser certaines de nos entreprises ou parties de nos entreprises comme Bombardier, qui a installé des installations, qui a mis des installations dans des zones franches au Mexique pour pouvoir avoir accès à d'autres marchés. Même chose avec, par exemple, Saputo, qui est limité ici au Canada, au Québec, avec les quotas de lait. Puis pour se permettre de compétitionner sur des marchés des États-Unis, ben, de délocaliser au Mexique pour faire des produits transformés pour les ramener aux États-Unis. Ça reste une entreprise canadienne, mais si j'ai des quotas de lait, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas aller aux États-Unis, je ne peux pas transformer tout ce que je veux pour aller là-bas. Si je veux continuer à croître, il faut que je trouve des solutions alternatives. C'est la raison pour laquelle ils sont allés s'installer là-bas. Ça devient une étape suivante. Mais il faut que je comprenne ces éléments-là. Alors, le partenariat transpacifique va ouvrir la porte au marché d'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas la priorité pour tous. Jusqu'en Australie, ça veut dire, je ne sais pas moi, Laos, Vietnam, Indonésie, Singapour, jusqu'à Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est peut-être pas dans votre ligne de mire aujourd'hui, mais c'est intéressant de savoir que dans 1 an, dans 2 ans, on va le signer. Et à partir de là, il va y avoir des enveloppes budgétaires, il va y avoir du flot d'aide, de support, de missions commerciales, tout ça. Fait que ça peut permettre d'avoir l'intérêt par rapport à ça. On jette un coup d'œil. Ça peut nous stimuler. Bon. Là, je tombe dans la partie coriace de ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Alors, je vais en commencer un petit bout. On va prendre une pause. On va commencer avec le gouvernement fédéral. Alors, le ministère des Affaires extérieures, qui maintenant, avec le nouveau gouvernement, s'appelle Affaires mondiales Canada, dont votre ministre, M. Dion, qui est d'ici à Montréal, Ville-Saint-Laurent à côté, a un ministère qui met à votre disposition toute une série d'éléments vraiment très riches. Alors, juste de passer à travers ce qu'on a comme intérêt avec eux, ça va me prendre un grand bout de temps parce que, à mon humble avis, c'est notre première source d'outils de toutes sortes. Mieux structurés, plus facile d'accès, plus étendu, avec des bourses plus généreuses, avec des outils plus performants que ce qu'on retrouve évidemment au Québec, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Les deux sont intéressants. Les deux sont quelque part complémentaires. Mais le grand frère, ça reste le gouvernement fédéral. Et ce qu'il nous offre est très riche. Alors, on va jeter un coup d'œil là-dedans. On ne va pas aller... je vais changer de couleur. Changer de couleur. Rouge. Comme ça. On ne va pas perdre du temps avec la politique étrangère. On va se concentrer sur le commerce. Puis quand on parle de développement, ça, c'est la portion de l'ACDI maintenant qui est rendue ici. C'est là. Je ne vais pas insister trop sur l'assistance aux voyageurs, mais chaque fois que je m'en vais sur un marché étranger, chaque fois, ben, je m'inscris à la plateforme pour dire que je m'en vais en Côte d'Ivoire de telle date à telle date.
je suis inscrit. S'il arrivait quelque chose durant mon séjour, ils savent que je suis là. Ils savent où je reste. Puis, dans le temps où il y avait la guerre, ben, ils seraient venus nous chercher en véhicule blindé pour nous amener à l'aéroport pour nous faire sortir du pays. Et si je ne leur dis pas, ils ne savent pas. Okay? Évidemment, j'ai des informations par pays, par région. J'ai fait un mandat il y a 2 ans au Tchad pour les Nations Unies. Et en faisant ce travail pour les Nations Unies, avant d'aller au Tchad, je voulais m'informer. Je suis allé là-dessus, puis c'était écrit « Allez pas au Tchad ». Parce que, à moins d'être vraiment obligé d'y aller. Là, je regardais sur le site de la France, puis il ne donnait aucune précaution. J'ai un mandat, je ne vais pas me plaindre, là. J'ai un loyer à payer comme tout le monde. Je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu dangereux, le Tchad quand même. Le gouvernement est très terrorisé facilement. Dans tous les pays africains que j'ai faits, le Tchad est un pays où je peux revenir du restaurant à pied à 10h30 le soir, jusqu'à mon hôtel, sur la rue, seul, sans aucune préoccupation quant à ma sécurité. Je ne peux pas faire ça en Côte d'Ivoire. Il est évident que je vais me faire assassiner dans la ruelle entre le restaurant et l'hôtel. En Côte d'Ivoire, dans le temps de la guerre, tu n'avais même pas le droit de prendre un taxi. C'était un projet de l'ACDI, c'était interdit. Ça prenait une voiture chauffeur. Il y avait c'était des obligations. C'était dans le contrat avec l'agence. Ça prend une voiture chauffeur. Alors, j'avais mon chauffeur. Au Tchad, je peux rentrer à pied. C'est différent. Mais si je regardais là-dessus, on me disait, fais attention. Alors, mais on va aller voir un peu les services qu'ils font. Alors, moi, il y a un élément que je trouve, l'élément primordial avec eux, nous avons des ambassades dans une multitude de pays. Dans la plupart de ces ambassades-là, dans toutes ces ambassades, on a un département commercial. Il ne faut pas mélanger le politique et le commerce. Ce sont deux parties différentes dans une ambassade. Dans une ambassade comme à Paris, à Londres, à New York, à Mexico, l'équipe commerciale est une équipe généreuse. Il y a beaucoup de monde, il y a des spécialistes par secteur d'activité prioritaire, en aérospatial, en ingénierie, en toutes sortes de choses. Puis dans des ambassades plus modestes, comme à Tunis, ben, ils sont un ou deux, un Canadien et un local ou 2 locales qui vont l'appuyer. Comme ça. Ils vont faire tout secteur confondu. Okay? Mais moi, je vais vous parler du délégué commercial. Dans tout ce qu'on fait, tout ce que j'ai fait en commerce international, tout ce qu'on fait en développement de commerce, c'est du service que l'on vend à l'étranger, on a toujours travaillé proche avec les délégués. Le délégué est, à mon humble avis, votre premier représentant sur le marché qui vous intéresse. Retenez ça. Il est prépayé. J'imagine que vous avez déjà tous payé vos impôts. J'imagine. Ça se peut. Si c'est le cas, moi je ne vois pas une gorge. Ces gens-là sont prépayés. Ils sont là pour vous appuyer dans le développement que vous voulez faire sur un marché extérieur. Ils sont compétents. Évidemment, d'un poste à l'autre, j'en ai qui sont plus compétents, puis j'en ai qui sont moins compétents. C'est de l'individu, ça n'a pas à voir avec le ministère. Dans les délégués commerciaux, parce qu'il y en a au Canada pour vous appuyer à l'étranger, puis il y en a à l'étranger pour vous appuyer quand vous êtes là sur place. Quand je veux prospecter un nouveau marché pour un client canadien, ou quand je le faisais pour ma propre compagnie, ben, mon premier intervenant, c'était le délégué commercial. J'allais le voir, je lui demandais, j'allais le voir, je l'appelais, je lui envoyais un dossier par email, par fax, par poste à l'époque. Puis je me mettais en lien avec eux pour m'appuyer dans ce que je fais. Les ressources qu'ils ont, c'est surprenant. Alors, je veux vous faire comprendre certains éléments. Je travaillais pour une trading house, une maison de commerce ici à Montréal, en agroalimentaire. J'ai signé à un moment donné avec une entreprise belge de la fève romaine, Romano Beans. C'est de la fève en sac de jus de 69 kg, ça vient du Midwest américain. La fève romaine, c'est un haricot coloré rouge et blanc, comme un peu tigré, là.
qu'on peut acheter ici en conserve, qu'on peut mettre en salade, l'affaire romaine, Romano Beans. J'ai vendu 2 containers de Romano Beans à une entreprise belge. Alors, quand on travaille en maison de commerce, quand mon client, j'obtiens du fournisseur du Midwest deux lots disponibles pour une période de temps, à un prix fixé, je l'offre sur différents marchés. Quand la Belgique me dit je veux l'acheter, il me fait une confirmation, émet un bon de commande, c'est un contrat. Et lorsque j'ai ce contrat, je me retourne avec mon fournisseur dans les délais prévus et je confirme mon achat pour mes 2 containers. Quand je fais ça, les 2 containers sont à moi. Il faut que je les paye, j'ai un délai. Et l'entreprise belge doit me faire la lettre de crédit correspondante selon les termes prévus, dans les temps prévus, pour que je puisse lui expédier et me faire payer. C'est ce qu'on fait en maison de commerce. Et là, le cours de la fève romaine s'est mis à descendre. Mon belge, il ne me répond plus, il n'est pas là. Je tombe sur la réceptionniste, la secrétaire, qui me raconte n'importe quoi. Il est là, il ne veut pas me parler. Il va finir par disparaître. J'en veux plus que ces fèves romaines. Il était à 47 cents, puis ils sont rendus à 32 cents. Il ne veut pas me les acheter. Mais moi, je les ai achetés. Ils m'appartiennent. Ils sont au Wisconsin, mais ils sont à moi. Moi, j'ai un contrat. Je ne peux pas me sortir de ça. Lui, il a un contrat avec moi, mais je dis les Canadiens. Pas grave. Alors, j'appelle le délégué commercial du Canada à Bruxelles, responsable des produits agricoles. Puis je lui dis, écoutez, je suis une maison de commerce au Canada, j'ai des fèves romaines. Je ne dis pas qu'ils viennent des États-Unis, c'est pas nécessaire. Je dis, j'ai vendu en Belgique, puis il ne me répond pas. Et puis il me répond, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un peu sur ce ton-là, qu'est-ce que je fasse? Je dis, écoute, je ne sais pas de son nom. J'ai dit, ben, tu sais, si tu es là, dans ce poste-là, à Bruxelles, c'est le fun, là, mais j'ai une contribution personnelle dans ton salaire, puis j'ai besoin d'un coup de main de ta part. Je ne te demande pas de faire une collection, je ne te demande pas d'aller le forcer à émettre la lettre de crédit, mais si tu lui donnais un coup de fil en disant que tu appelles de l'ambassade du Canada et que tu es concerné parce que l'entreprise canadienne t'appelle à maintes reprises pour te solliciter pour que tu règles cette difficulté, ça pourrait être un facteur d'influence. Alors, en contre-cœur, il téléphone à l'entrepreneur qui, 40 minutes après, me rappelle. Il me dit, ah, M. Méville-Lechêne, on a eu une mauvaise compréhension, je suis désolé, je m'en occupe tout de suite, ça a été un oubli de notre part. C'est pas vrai, là, il me raconte n'importe quoi. Puis il me revient même en disant, est-ce que je peux en acheter juste un? Non, j'ai tes 2 containers dans mon entrepôt, c'est pas vrai, ils sont au Wisconsin, mais je suis pris avec pareil. Alors, il m'a fait les 2 lettres de crédit dans la journée, puis le lendemain, je pouvais faire transiter les fèves romaines. Tout seul, je n'aurais pas pu faire ça. Ça m'a coûté combien? Pas une scène de plus. C'est un service dont vous pouvez bénéficier. Alors, je donne cet exemple-là. Je vous en donne un autre parce que je veux bien que vous saisissiez l'apport que ces gens-là représentent. Je le vois en résolution de conflit, mais je le vois en développement de marché. Alors, un mandat que j'ai obtenu quand j'ai commencé ma maison de commerce, fin 93, mon premier mandat est un mandat de café instantané en pot de verre de 200 grammes pour un distributeur de la Couronne Nord de Montréal pour aller dans les marchés bas de gamme. Et j'achète d'un agent qui est un intermédiaire à Miami qui me donne un produit qui vient de Monterrey dans le nord-est du Mexique, pas loin de la frontière avec le Texas. L'agent, alors j'ai une livraison tous les mois et demi à peu près. J'ai acheté 8 camions. Là, je suis rendu à mon 3e. Puis mon agent en Floride m'appelle et me dit la livraison de juin, on ne pourra pas la faire avant la fin de l'été. Parce que l'usine de pots de verre à Monterrey ne pourra pas livrer les pots de verre à l'usine de café parce qu'ils ont un contrat avec Coca-Cola puis ils font des bouteilles de Coca-Cola pour l'été. Pensez-vous que c'est vrai, ça? Moi, dans ma tête, quand il me dit ça, là, je peux imaginer toutes sortes de choses. Ça peut être vrai, ça peut être une histoire qui n'a aucun bon sens. Peut-être que l'entreprise de café n'a pas payé les différentes livraisons de pots de verre à l'usine de verre locale. Tu as un contrat avec moi, tu es supposé le livrer le 15 juin. Moi, j'ai une livraison prévue chez mon client le 20 juin. Et tu ne peux pas faire ça. Voyons non. Moi, je perds mon contrat. En plus, c'est mon premier contrat. Je n'ai besoin. Je paye mon loyer, mes employés avec ça. Je ramène certainement au moins 20$ le vendredi à la maison pour faire l'épicerie. J'ai besoin de ça. Alors, il me dit, je ne peux rien faire. Là, je suis furieux, je gorgerais quelqu'un, ça n'a pas d'allure. Alors, je lui demande, est-ce que je peux parler au propriétaire de l'usine de café?
parce que c'est l'agent, c'est pas à moi de faire ça. Il dit, sure, you can talk to him. Je prends le téléphone. J'appelle le propriétaire de l'usine, Ernesto Gonzalez. Je lui dis, bonjour, Ernesto, je suis le client canadien, j'explique tout ça. Je dis, les pots de verre. Il me raconte la même histoire, vrai, pas vrai. Puis, je dis, tu peux pas acheter tes pots de verre à Veracruz, à Mexico, en Chine, tu peux pas. Il faut que tu livres. Il me dit, je peux pas, j'ai pas de pots. Tu veux-tu des pots de plastique? Je dis, non, ça, je peux pas prendre des pots de plastique. Là. Mon client, ici, on ne prend pas de pots de plastique. Je suis mal pris, là. Je lui demande le nom du propriétaire de l'usine de verre. Pensez-vous que je vais influencer, moi, le petit gars, à Montréal, qui va appeler le propriétaire d'une usine de pots de verre à Monterrey, au Mexique, pour lui dire les noms des pots de verre? J'ai zéro influence. Dans le contexte mexicain, plus tu es haut placé dans la société, plus on te voue un respect énorme. OK? Alors, j'appelle, à l'époque, c'était un M. Vizina. J'appelle M. Vizina à l'ambassade du Canada, délégué commercial. Bonjour, M. Vizina. Puis j'explique tout ça. Puis comme le Belge, le Canadien en Belgique, il me répond la même chose. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais je dis, ben, moi, j'ai besoin d'un coup de main. Tu ne peux pas aller le forcer à livrer les pots de verre, mais si tu prenais le téléphone, puis que tu disais que tu appelles de l'ambassade, puis que tu es concerné pour les affaires, l'ALENA, Canada, Mexique, etc., puis que tu voudrais savoir s'il ne peut pas faire quelque chose. Juste ça. Ça va te prendre 10 minutes de ta vie, là, puis ça va peut-être changer quelque chose. À la même époque, parce que je travaille avec le Mexique, le représentant de la délégation commerciale du Mexique, il y en a un, à l'époque, il y a un bureau à Toronto, Vancouver et Montréal. Alors, au bureau de Montréal, comme j'achète mexicain, je suis apprécié d'eux, j'appelle le représentant, qui est un Juan Carlos, voyons, Jean-Charles, qu'importe. C'est un Autrichien d'origine. Juan Carlos? Von Habsburg, c'est un Autrichien d'origine. En fait, l'histoire est drôle parce que, à l'origine, si l'Empire d'Autriche existait encore, ça serait lui l'empereur d'Autriche. Mais c'est un fonctionnaire au gouvernement mexicain. Alors, j'appelle Juan Carlos, puis je lui pose la même question. Je dis, peux-tu m'aider? Lui, il travaille à la Banque de commerce extérieur du Mexique, Bancomex. C'est l'équivalent de la Banque du Canada. Ça ne vous impressionnera pas d'avoir un appel de la Banque du Canada chez vous demandant quelque chose, là. Mais au Mexique, ça a de la valeur. Alors, imaginez ceci. Le propriétaire de l'usine mexicaine reçoit 2 appels en une demi-heure. Un, c'est une ambassade de l'ambassade du Canada. Je ne sais pas, moi, Señor Martinez, c'est l'ambassadeur du Canada. Écoute, il se précipite sur le téléphone, il pense que c'est l'ambassadeur, lui. Puis il dit, oui, monsieur Vézina, je comprends, je vais voir ce que je peux faire. Quelques minutes, Von Habsburg. Au Mexique, plus tu es clair de peau, plus tu es haut dans la société. Von Habsburg, là, c'est blanc. Blanc, 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 blanc. Alors, Von Habsburg téléphone, puis il dit, écoute, Bancomex, qu'est-ce qui se passe, là? J'ai des Canadiens qui viennent pleurer dans mon bureau, là, avec les pots de verre. 2 heures après, M. Gonzalez de l'entreprise, l'usine de Cachelet, me rappelle. Il dit, Seigneur Méville, il dit, Monterrey, c'est ma ville. Il dit, je vais recevoir les pots vendredi. Je ne sais pas comment vous avez fait ça, mais j'aimerais beaucoup vous connaître. Alors, j'ai pris l'avion, je suis allé au Mexique. L'agent qui n'a pas réglé le problème a perdu son agence, puis c'est moi qui l'ai récupéré. Ouais, super. Grâce à qui? Grâce à M. Vizina et M. Habsburg des délégations commerciales du Mexique au Canada et du Canada au Mexique. Comprenez-vous ce que j'essaie d'exprimer ici? Est-ce qu'on peut lever le pouce pour dire qu'on a compris? Super. Alors, nos délégations commerciales peuvent être un outil d'une force que vous ne soupçonnez pas. Je vais vous présenter différents éléments comme ça en cours de route aujourd'hui. Puis je vais vous faire, quelle heure est-il? 1h23. Je vais vous faire un petit vidéo. Parlons commerce, une pénétration de marché plus rapide et efficace. Voilà, c'est ça que je veux. Je vous présente un peu du travail qu'ils font. Alors, je vous mets un lien YouTube. Vous cliquez sur le lien, vous regardez la vidéo, puis quand vous avez fini de faire la vidéo, vous me faites le pouce pour dire que vous l'avez vu. C'est bon? Avec notre plateforme, on continue tranquillement. Alors, je vous parlais du délégué commercial. Il y a toute une portion de site web au ministère des Affaires extérieures qui est orientée sur les délégués commerciaux.
Alors, quel que soit le marché qui vous intéresse, il faut communiquer avec eux. Ce qu'on fait d'habitude, je ne peux pas envoyer une note aux délégués en disant envoyez-moi une liste de clients sur votre marché. C'est pas ça qu'ils font. Mais ils font ça aussi. Normalement, je devrais leur envoyer une communication claire, bien établie, dans laquelle je leur explique de manière détaillée, bonjour, mon entreprise à moi qui est spécialisée dans tel secteur d'activité, on vend nos produits ici et là, on fait telle chose, et on est en train de prospecter l'État de New York, on est en train de prospecter je sais pas moi, Mexico, le Texas, et on aimerait avoir votre support pour ça. Pouvez-vous nous assister là-dedans? Ils ont des lignes directrices très claires. Ils doivent vous répondre dans un délai de temps court, comme dans 2 jours, pour vous d'abord vous donner un accusé de réception. Merci, on a reçu votre demande, on s'en occupe et on va vous revenir avec les éléments d'information dont vous avez besoin dans un délai de temps relativement court, normalement 72 heures. Moi, chaque fois que je vais dans un marché extérieur, je les contacte avant, je leur explique ce que je vais faire, je leur demande leur avis. Quand j'arrive sur place, mon premier rendez-vous, le premier matin, c'est avec eux. Et mon dernier rendez-vous, avant de partir, c'est avec eux. Les délégués commerciaux, là, ça ne travaille pas pour Revenu Canada. Je vous rassure tout de suite, c'est pas dangereux. Ils ne veulent pas savoir combien vous faites de votre montant d'affaires que vous avez signé. C'est pas ça. Okay? Ça ne sert pas à ça. Ça sert à vous appuyer à développer pour que nos exportations canadiennes augmentent et qu'on conserve notre train de vie malgré la concurrence mondiale dans laquelle on vit. Okay? Alors, c'est leur but premier. Ils ont un modus operandi bien clair. Alors, pourquoi je vais les voir quand j'ai fini? Parce que je leur fais un compte-rendu de ce que j'ai fait dans ma semaine. Je veux qu'ils soient au courant. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'arrive au début, je leur explique ce que je vais faire. Parfois, ils vont m'appeler en cours de route pour me dire ah, j'ai parlé à un tel ou le directeur de telle organisation, il aimerait ça te voir. Est-ce que jeudi, midi, tu as tout le temps pour un lunch, on va aller manger toutes les 4. Ah, super. Et à la fin, je lui explique ce que j'ai réussi à faire dans ma semaine ou dans mon mois. Si je suis là pour un mois, je vais le voir peut-être une fois par semaine pour le débriefer où je suis rendu. Il va me donner des pistes d'action. Il va me recommander de voir quelqu'un. Il peut, si j'ai une porte qui ne s'ouvre pas, il va appeler pour faire ouvrir la porte qui ne s'ouvre pas. Puis il va m'aider de mille et une manières. Mais c'est comme n'importe qui à qui je demande un coup de pouce. Ben, il faut que je le traite avec égard. Je n'ai pas le droit d'y amener de cadeaux, d'y acheter un auto, puis de faire un voyage dans le sud. Je n'ai pas le droit. Mais quand je vais là-bas, je peux aller manger avec lui. Des choses comme celle-là. C'est important. J'explique ça parce que j'ai toujours fait des relations avec mes délégués dans les ambassades de cette manière-là. Et à un moment donné, il y a quelques temps, je reçois une communication du délégué canadien à l'ambassade du Canada à Abidjan. Il dit Monsieur Méville-Lechêne, j'ai vu dans le journal cette annonce-là pour un programme de formation en commerce extérieur pour les dirigeants d'associations de promotion de café dans 25 pays d'Afrique de l'Ouest, supportés par l'Organisation interafricaine du café, d'argent de la Banque mondiale. Je pense que vous seriez prête à répondre à ça. Évidemment, c'est mon domaine. J'ai été dans le café pendant 18 ans, puis je fais de la formation en commerce international depuis presque autant d'années. Alors, oui, c'était pour moi. Lui m'en l'a envoyé. Le délégué commercial, je n'ai pas demandé, parce que quand j'étais là, je l'ai traité avec égard. Il me l'a envoyé. Je l'ai gagné, ce concours-là. 350 000 $ de contrat. 350 000 $ d'ouvrage à livrer, ce n'est pas un cadeau. C'est de l'ouvrage à faire. Mais on a gagné le concours, puis tout le long qu'on a fait, il m'a assisté, parce qu'on a fait tout le programme de formation à Abidjan, chez lui. Et quand on était sur place, j'ai dit à la fin, on fait un cocktail de fermeture. Est-ce que l'ambassadeur peut venir donner les certificats aux gens qui ont fait la formation? Il a dit oui, il a accepté, l'ambassadeur est venu, c'est prestigieux dans l'esprit des Africains, comme chez nous, un ambassadeur qui vient te remettre ton diplôme. Et j'ai demandé au cocktail à la fin, est-ce que l'ambassade peut contribuer?
Il a dit, on n'a pas de budget, mais je vais aller voir. Il est revenu, puis ils ont contribué un montant d'argent pour le cocktail à la fin. C'est le fun parce que c'est une population qui était en grande partie musulmane, fait que c'est pas de la bière puis du scotch, c'est des jus de fruits puis du Coca-Cola. Alors, c'est moins cher. Et ils ont payé le cocktail. Alors, à la fin, on a dit, le cocktail est offert par l'ambassade du Canada. Dans un contexte comme ça, c'est très prestigieux. On a fait la même chose au Burkina, on a fait la même chose ailleurs. Alors, ce que j'essaie d'expliquer, c'est bien traités. Ils sont d'une ressource incontournable. Et encore, comme on disait tout à l'heure, regardez, je peux les suivre sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, le vidéo tantôt, il est sur YouTube, il y en a plein. On ne va pas toutes les voir. Mais vous êtes curieux, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Il y a plein de choses à apprendre là-dessus parce qu'ils mettent des outils pour vous. Enfin. Alors, et non seulement ça, je ne sais pas si c'est le bon temps pour parler de ça. Je vais en parler plus loin. Il y a de l'argent ici, là. Canexport, il y a de l'argent. Avez-vous entendu tantôt? Oui. C'est rare. C'est pas toutes les années, là. Le gouvernement a changé, puis il y a de l'argent. Alors, Canexport, on ira voir. OK? On parlait du partenariat transpacifique, les délégués commerciaux. Bref, mes outils sont incontournables, sont là. J'ai d'autres choses. Alors, dans le côté développement, c'est l'ancienne Agence canadienne de développement international, l'ACDI. Ça n'existe plus. Ça a été passé dans le tordeur par le gouvernement précédent. Et à la toute fin, ils ont mis ça a été comme pratiquement fermé pendant plusieurs années. À la toute fin, ils ont mis ça dans le MAECI, qui est devenu le MAECD. Alors, ils ont remis des budgets, ils ont recommencé à faire ça fonctionner. Qui bénéficie de ça? Ce qui existait il y a plusieurs années où on avait de l'argent pour le développement d'entreprises canadiennes à l'extérieur, ça n'existe plus pour le moment. Ça sert beaucoup à des ONG, Oxfam, Suco, CARE, des entreprises comme celle-là où on amène sur des pays extérieurs selon les priorités canadiennes la formation professionnelle, l'appui à la santé, combattre le sida, la gestion de l'eau, des choses comme celle-là. La sécurité des enfants et des mères, des éléments comme ceux-là. C'est pas votre domaine de prédilection, mais c'est intéressant de savoir que cet outil-là est revenu en place. Et encore là, on peut suivre Facebook, Twitter, etc. Il y a plein de choses. Et on verra dans ce secteur-là qu'il y a des appels de proposition ici où on demande parfois souvent, il y a plein d'appels de proposition. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant d'aller voir. Pour Tony, tu peux peut-être trouver des trucs là-dedans qui correspondent à ce que toi t'intéresse. OK? Je continue. Alors, oui, toujours là-dedans, je vous disais, allez voir l'appel de proposition. Il y a des banques de projets par pays, entre autres. Je peux faire des recherches avancées de toutes sortes de choses. Je ne vous amène pas tout cela. Je veux juste vous montrer que le gouvernement rend de l'opportunité disponible, à condition que vous alliez la voir. Souvent, on est dans nos propres affaires, on est le nez, et c'est la vérité de n'importe quelle entreprise, on a le nez collé sur ce qu'on fait, puis on oublie peut-être de chercher un peu plus large. Alors, il y a des listes très spécifiques disponibles dans ces secteurs d'activité-là, et il y a aussi de la fourniture, de l'achat-vente. Je ne pense pas que c'est de la tartinade de fruits, mais de machinerie, parfois, absolument. Alors, j'ai dans achat et services, achat et vente, là, je retrouve des besoins de fourniture. Alors, peut-être que ça peut correspondre à quelque chose pour vous ou à un de vos confrères ou de vos consoeurs. Donc, ça mérite qu'on s'y attende, qu'on y jette un coup d'œil. Continue. Alors, le service des délégués commerciaux, je pense que leur adresse à eux, au lieu de... Ah oui, le ministère des Affaires extérieures, on les retrouve à international.gc.ca. Je vous écris ça là. Voilà. Ça, c'est le site web pour le ministère des Affaires extérieures. Quand je suis intéressé à aller en connaître plus sur les délégués commerciaux, je vais trouver le lien là, mais je peux faire
délégué.gc.ca. Je vais me rendre là aussi, dans cette partie-là. Le service des délégués commerciaux du gouvernement canadien. Et encore là, comme dans le cas précédent, ben, je peux les suivre par Facebook, par LinkedIn, etc. Moi, je suis ami avec les délégués, particulièrement par LinkedIn, les délégués qui opèrent dans les marchés qui m'intéressent. Tous les délégués des ambassades canadiennes en Afrique me connaissent. Je les ai pris, j'ai pris leur nom, j'ai mis ça sur la liste de bulletins qu'on envoie, puis dans tout ce que j'envoie, ils reçoivent. Ils savent que je suis opérationnel sur le continent africain. Je fais ça dans un but précis. Je veux qu'ils m'appellent quand il y a un job pour moi. Mais si je ne leur fais pas savoir, ils ne le sauront pas. Alors, si je suis intéressé par le Mexique, ben, le délégué commercial du Mexique devrait vous connaître, devrait savoir que vous existez et devrait avoir des nouvelles de vous sur une base régulière. Régulière, ce n'est pas toutes les semaines, ce n'est pas tous les jours, mais régulièrement, vous devriez faire une note dans votre calendrier Outlook pour dire, une fois par 2 mois, j'envoie une note au délégué commercial pour lui dire qu'on a ajouté un nouveau produit, on a un nouveau service, on a gagné un contrat, quelque chose comme ça. Ça, c'est la base des réseaux sociaux. On va y revenir à un autre moment donné, là, mais sans être dans les réseaux sociaux, je peux envoyer un email pour qu'il le sache. Il est obligé de me répondre. J'ai reçu votre email. Et à partir de là, on peut amorcer une conversation avec le délégué et se suivre un peu plus. Il y a une publication qu'eux font qui s'appelle le Canada Export. Canexport. Ça ici, là. Ici. N'est-ce pas? Ça fait longtemps que ça existe. Il y a une époque, ça se faisait, on s'abonnait puis nous l'envoyait par la poste. Évidemment, ça a avancé, on ne fait plus de papier, on ne fait plus d'enveloppe, on ne fait plus de timbre, on le reçoit par email. Ça ne coûte rien. Vous recevez ça dans votre courrier électronique. Comme je vous disais tantôt, on fait une commande automatisée pour envoyer ça dans une boîte pour pas que ça nous encombre, puis on la consulte quand on veut. Alors, le Canada Export est plein de ressources. Quand le nouveau programme de financement du gouvernement fédéral est sorti, bien, les abonnés de Canada Export, c'est les premiers à le savoir. Si tu n'es pas abonné, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas qu'il y a de l'argent. C'est le fun de le savoir quand l'argent sort. Nous autres, on l'a annoncé à nos clients 1h30 après l'annonce officielle. On savait que ça s'en venait, on savait que c'était sur le bord, mais tu ne peux pas en parler tant que ce n'est pas fait. Au moment que c'est sorti, on a appelé nos clients pour leur dire, regarde, remboursement jusqu'à 50% de dépenses admissibles, jusqu'à 100 000 par année pendant 3 ans. Avez-vous bien entendu? C'est le fun, là? Ça, c'est de l'argent, ça. Mais c'est de l'argent. Dépenses admissibles, ça prend un plan, ça prend une stratégie, ça prend des actions, ça prend tous ces éléments-là. Ce n'est pas un chèque en blanc. Mais jusqu'au début de cette année, le fédéral n'avait pas d'argent. Puis pendant plusieurs années, le provincial n'avait pas d'argent. Il y en a eu un peu l'année dernière, ça a duré quelques mois. L'enveloppe s'est vidée. Là, on va en parler tantôt. 1er avril, l'enveloppe provinciale va se réouvrir. Pouf! Il va y avoir de l'argent. Mais 30 à 60 jours après, fini. Alors, si on n'est pas prêt, on n'a pas de plan prêt, ben, on passe tout droit. On va à la prochaine ronde l'année prochaine. Au provincial. Fédéral, c'est plus généreux, c'est plus long, ça dure. Alors, évidemment, sur un site comme celui-là, je vais trouver beaucoup de choses sur les outils de l'exportation, les outils financiers, du conseil, des études et des analyses de marché, des études de marché dans plusieurs secteurs. Puis si je ne l'ai pas, elle n'est pas là, je peux la demander. Ça se peut que le délégué aille la chercher, me la trouve et me la donne. Parce que le gouvernement fédéral est abonné à des ressources d'études de marché qui sont très coûteuses. C'est payé avec nos impôts, c'est à vous. Et si vous ne le demandez pas, vous ne l'avez pas. Si vous le demandez, vous avez peut-être la chance de l'obtenir. Puis si vous insistez, vous allez l'avoir. Okay? Alors, ça existe. Alors, on devrait voir ça. Alors, et les délégués commerciaux ne sont pas juste à l'étranger. J'ai des délégués commerciaux canadiens au Canada pour m'aider à aller à l'étranger. Ils sont responsables beaucoup plus par secteur que par géographie. Donc, dans l'aéronautique, dans l'ingénierie, infrastructure, dans l'agroalimentaire, dans les services, toutes sortes de choses. Malheureusement, pour vous, ils sont à Montréal. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans votre mise en place de stratégie, il y a une visite qui doit se faire à Montréal. On va le voir pourquoi. On va vouloir que vous veniez voir
le département international de votre institution financière. Il va vouloir que vous alliez chez Info Entreprise pour faire de la recherche. Je vais vous suggérer, en fait, je ne vais pas vouloir, je vais vous suggérer d'aller rencontrer votre délégué commercial fédéral, qui est à la place la Tour Bonaventure, à la place Bonaventure, à côté de la station de train, pour aller discuter de votre projet. Mais vous devriez avoir amorcé la conversation avec lui ou elle avant, échanger. Vous pouvez lui dire que je suis votre professeur, que vous travaillez avec moi. Parce que la majorité de ceux qui sont là-bas, ici à Montréal, je les ai formés et je leur ai permis d'obtenir une accréditation qu'on appelle PACI, professionnel accrédité en commerce international par le FIT. Et ça, malheureusement, au provincial, ils n'ont pas encore adhéré à ce genre d'acronyme de professionnalisme. Alors au fédéral, on a ça. C'est le fun parce qu'ils ont une compréhension de ce que sont vos besoins en tant qu'entreprise à l'international. C'est comme ça qu'on a orienté la formation qu'on a démarré au Canada avec eux. Ça a duré 2 ans. Et maintenant, ça fait partie de leur programme de formation à Ottawa. Ils ont un collège pour les former à Ottawa. Quand ils s'en vont travailler au Brésil, ben, ils apprennent le portugais là-bas. Ils apprennent les réalités du marché brésilien, l'Amérique latine, des éléments comme ceux-là. Ils sont vraiment bien structurés, bien formés, avec des outils que malheureusement, on n'a pas les moyens de s'offrir au Québec. Alors, la revue, CanExport, on s'abonne, ça coûte 0, mais ça coûte 0. C'est prépayé, ça vient vos impôts. OK? Alors, c'est intéressant, c'est bien fait, il y a des exemples d'entreprises, il y a des balados, des trucs enregistrés qu'on peut écouter, des outils, toutes sortes de choses. C'est le fun. Moi, je vous suggère de vous abonner à ça et de suivre ça. CanExport, oui, l'argent. Non, mais d'habitude, quand on parle d'argent, vous êtes attentif et vous écoutez. 5 janvier, Mme Chrystia Freeland a annoncé le CanExport. Alors, vous irez voir le détail si ça vous intéresse et je suis sûr qu'Éric peut vous aider à préparer un dossier pour CanExport. C'est l'utilité de leur PEX, entre autres, c'est ça. Mais il y a des moyens là-dedans pour engager des professionnels, pour refaire le site web, pour préparer une mission, pour faire des dépliants du matériel promotionnel dans d'autres langues, pour engager un consultant qui puisse vous appuyer dans vos démarches, pour acheter ou faire des études de marché. Vous savez, tout ça, ça coûte cher. Puis si je paye ça de ma poche, c'est beaucoup. Maintenant, je vais vous faire comprendre quelque chose. Du support financier gouvernemental, c'est pas à cause de ça qu'on va sur un marché extérieur. Il faudrait considérer ça comme un pourboire pour une job bien faite. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas ça qui va faire la différence. Si vous êtes capable de le faire, ça va vous permettre d'aller mieux, plus vite, plus loin, à moins de risques. Ça, c'est bon. Mais on ne peut pas dépendre de cet argent-là. Alors ça, c'est du remboursement de dépenses. Vous devez débourser. Puis après ça, ils vous remboursent. La banque, elle ne fera pas de crédit sur cet argent-là. Là. Non. Ça vient après. Ça veut dire que si tu veux monter une foire, puis tu vas aller à la foire de Las Vegas, tu vas dépenser 20, 30, 40, 50 000 $, bien, tant que tu ne l'as pas dépensé, tu ne peux pas présenter tes factures. Puis là, ils vont analyser tout ça. Ils vont s'obstiner peut-être un peu pour ci, pour ça. Puis ils vont te rembourser ton 20, 25 000, la moitié de ton argent, quoi. Mais ça va être quelques mois plus tard. Si tu es coincé à la gorge et que tu as besoin de ça pour payer ton téléphone, c'est peut-être pas tout à fait le meilleur outil. Il y a d'autres outils financiers, je vais vous montrer ça tantôt. Mais ça, c'est aujourd'hui l'outil le plus performant, le plus généreux, le plus facile à atteindre. Disponible pour une entreprise comme les vôtres. Ça, produit, service, puis pas de restrictions en termes de marché. Il y a un terme sur la taille de l'entreprise, peut-être. Encore là, en région, beaucoup de flexibilité. OK? Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un guide du requérant que vous pouvez lire. Il y a une fois aux questions pour comprendre certains éléments. Puis après ça, on peut faire une demande en ligne. Mais avant de faire la demande, il faut s'assurer qu'on a notre matériel prêt. Donc, il faut avoir lu le guide du requérant. Puis il faut assembler certains éléments par rapport à tout ça. Et c'est là où l'Organisation de promotion de commerce extérieur, l'ORPEX d'Éric, est un appui essentiel pour mettre ça en place. En plus, qui connaît bien les gens du fédéral ici et qui va vous faciliter de parler à la bonne personne pour que ça aille vite. Alors nous, j'ai une entreprise, je ne sais pas moi, en secteur d'aéronautique,
Ben, je connais le délégué responsable de l'aéronautique, je l'ai appelé, j'ai dit l'entreprise, une telle, il dit oui, oui, on va aller la voir ensemble. On est à Montréal, c'est facile. On s'est promené, on est allé voir l'entreprise, on s'est assis, on a discuté ensemble, on a fait le plan pour eux, on a monté le dossier, puis on l'a déposé, puis après ça, ça va tellement plus vite, c'est tellement plus facile. Voilà. Alors, comme ça. C'est le fun, ça. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça? Super. Je continue. C'est une journée aujourd'hui où je parle beaucoup. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors je vais regarder mon heure. Faut que je suive mon horaire. Super. Ah, la Banque de développement du Canada. Pourquoi je vous ai mis ça là? C'est pas nécessairement l'endroit où il y a le plus d'outils pour l'export. Il y en a quelques-uns. Mais un canevas de plan d'affaires, c'est là qu'on trouve ça. Est-ce que c'est aussi lourd à gérer qu'une demande OMEI? Non, c'est un peu plus léger. Là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mettons qu'au Québec, on complique les choses. C'est assez, hein? J'ai pas besoin, Bobby, j'ai pas besoin d'en rajouter. Voilà. Au Québec, on complique ça. C'est pour ça que je vais vous montrer le Québec tantôt, là, c'est pas mauvais. Mais c'est toujours un peu plus compliqué. Par contre, au Québec, vous, en région éloignée, ben, c'est supposé être boutatisement plus facile. Encore là, il faut que le dossier soit bien fait, professionnel, bien monté. Ça prend un plan d'affaires international. Ça prend un budget. Ça prend un plan d'action à travers ça avec des échéanciers clairs. Il faut qu'on sache pourquoi tu vas à la foire de Las Vegas, combien tu penses que ça va coûter, puis qu'est-ce qui va être remboursable là-dedans. Le billet d'avion, l'hôtel. L'hôtel, quel hôtel? Ça va coûter combien l'hôtel? Il faut tout budgétiser ça. Il faut monter un budget pour que ça soit clair. Ouais, non, mais Bobby, c'est pour ça qu'il y a un Eric. Parce que normalement, pour faciliter l'accès à ces demandes-là, tu peux le faire tout seul, mais tu vois comment c'est compliqué. Tandis que si tu fais affaire avec ton représentant d'Orpex, écoute, il connaît les gens au gouvernement, c'est plus facile pour lui. Puis lui, il veut que ses dossiers passent parce qu'il veut que ça marche. Puis il va faire une grande partie de la job et il est payé pour ça. C'est à ça que ça sert. Alors, écoute, c'est plus facile. Je sais surtout sur la côte nord, il n'y a pas beaucoup de projets. Non, puis normalement, ils sont intéressés par les projets. Et regarde, à Montréal, à Québec, et à Sherbrooke, il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe budgétaire. Évidemment, on est à une semaine de la fermeture du budget, là. Il n'y a plus d'argent depuis des mois. Mais sur la côte nord, il y en reste de l'argent. Puis si vous aviez déposé un projet en février, là, ils auraient été tellement heureux de décaisser et de vider leur boîte d'argent, là. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Tandis que quand ça va être la première semaine du mois d'avril, tout le monde va se battre pour l'enveloppe budgétaire. Puis là, ils vont être comme débordés de demandes. Puis au mois d'octobre, novembre, ben, ils vont être pressés. Là, ils vont être super compréhensifs pour faire sortir de l'argent de ça. Voilà. C'est pour ça que je viens vous parler. Hein. J'essaie de vous donner un sens des réalités par rapport à ça. Bobby, comme les autres. Bon. Alors, je vous amène à la BDC. La Banque de développement du Canada est un outil, est avant tout, c'est une banque. Alors, elle veut vous prêter de l'argent. Elle veut faire ça. Elle donne de l'argent à des petites entreprises. Elle donne pas, elle prête. Avec une souplesse que l'institution financière n'a pas. Surtout pour les entreprises qui opèrent depuis peu de temps. Ça, c'est plus qu'un an, plus que qu'un an ou deux. Ça prend donc des bilans financiers audités clairs, là. Donc je pense une couple d'années. Mais elle va vous donner, regardez, il y a un 50 000 en ligne là, disponible. C'est pas, tu remplis un formulaire et tu envoies un chèque, là. Mais si tu remplis des critères qui sont relativement simples, si ton bureau de crédit est bon, puis si tu as des chiffres audités propres, que tu dénotes une certaine rentabilité, que tu as un projet avec du potentiel, tu signes en bas, puis on te prête 50 000. Wow! Non, mais ça donne un coup de main. Puis tu peux avoir un congé d'intérêt la première année. Tu sais, ça t'en faire de même, là. Ça peut être très le fun. Clic, clic, clic de souris. 72 heures après, oui ou non, l'argent dans ton compte. Ça, c'est le fun. Moi, je trouve ça intéressant. OK? Je l'ai proposé à plusieurs de mes clients.
parce que leur banque disait oui, mais là, tu as un projet au Chili, on ne connaît pas ça, nanana. Évidemment, ils n'étaient pas dans la banque la plus compétitive ou la plus intéressée par l'Amérique latine. Puis c'est difficile des fois de dire aux clients, ben, tu sais, tu peux faire ton national à la Banque de Montréal, là, mais peut-être que ton international, tu pourrais aller ailleurs. Je ne sais pas moi, comme la Banque nationale, comme la Banque royale, ça dépend des marchés. Scotia, ils ont chacun des spécialités. Tu ne peux pas aller partout avec tout le monde, ça ne marche pas comme tu veux. Il y en a qui sont ouverts à ça, mais une Banque de Montréal, un peu moins. Une TD, c'est une catastrophe. Desjardins veut beaucoup, mais c'est différent. Différent, c'est bien dit, hein? C'est différent. Voilà. Alors, 50 000, je n'avais pas ça, moi, 50 000, je suis toujours d'accord. Et il y a, regardez bien, il y a ici une boîte à outils, là. Ça. On va le voir plus tard. Votre site web, là, est-ce qu'il est fait bien organisé? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que, voulez-vous un diagnostic gratis de site web? Ça se trouve là-dedans. Ça va vous donner de 0 à 10 selon plusieurs indices si votre site est bien fait. Moi, j'ai jeté un coup d'œil sur vos sites, là. C'est pas aujourd'hui que je vais faire ça, là, mais il y a certains endroits, si on veut aller à l'international, il faut changer ça. Là-dedans, il y a aussi un service consultatif pour vous aider à refaire un site web. Il y a même de l'argent prêté, si je ne me trompe pas là, je ne voudrais pas dire de bêtises, vous avez accès à de l'argent prêté pour refaire un site web et du service consultatif pour ça. Écoute, orienté sur l'international, sur le commerce. Ce n'est pas un webmestre, avec tout le respect que je dois au webmestre de la Côte-Nord, il n'y en a pas beaucoup qui doivent avoir la spécialité de comprendre comment on rend un site web visible pour être vu, lu et acheté à l'international. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est différent. Alors, je vais retrouver ça là-dedans. Je vais retrouver mon canevas de plan d'affaires. Je vais retrouver toutes sortes d'outils, là. Wow! Moi, je trouve ça, c'est un incontournable d'outils utiles. Je ne ferai pas le tour avec vous parce qu'on va sortir d'ici à 8 h ce soir, puis j'ai un cours à l'université à 6 h. Mais c'est allez voir, OK? Là-dedans. Alors, il y a aussi du service consultatif. Mais, comment je vous dirais, passons. L'accès à des contrats gouvernementaux étrangers, normalement, pour une petite entreprise, une moyenne entreprise canadienne, pour aller offrir ses services au gouvernement, par exemple américain, on n'a pas les reins assez solides pour faire ça. Alors, le Canada a mis en place la Corporation commerciale canadienne. Si ma clientèle est une clientèle gouvernementale étrangère, gouvernement français, gouvernement anglais, gouvernement américain, forces armées, des choses comme ça, ça peut être un outil intéressant. Et ils travaillent la PME. Ils ne font pas juste les bombardiers et les lavalins. Alors, ça peut être une affaire d'intérêt, je vous ai montré ça. Et là, là, un de mes outils favoris, ça reste évidemment Exportation Développement Canada. Alors, on va changer de rythme. On va faire 2 vidéos de DC, si je ne me trompe pas. Puis après ça, je vais vous parler de DC. Fait que je vous mets un lien. Quand vous avez fini le lien, vous me faites un j'ai terminé, comme ça. OK? Quand tout le monde a terminé, je vous mets le deuxième lien, on fait le deuxième vidéo. On va faire une courte discussion ensemble, ça veut dire que j'ouvre les micros, ça va être la caco. Bon, on a eu un peu de retard, je vous amène à la vidéo suivante. On peut enlever les pouces, je vais enlever le mien. Là. Hop, voilà. On peut enlever les pouces, André, on peut enlever son pouce. Puis j'ai mis la vidéo suivante. On fait une autre vidéo, puis après ça, on jase de tout ça. Alors, qu'est-ce que ça vous amène quoi ces vidéos-là? Vous allez comprendre quoi? Je vous ai donné tous la parole. En fait, c'est Tony qui parle.
Ça nous apprend que, dans le fond, on n'est pas, même l'export, c'est pas facile, mais on n'est pas seul. On a beaucoup d'aide, de soutien financier, technique, des conseillers disponibles, et un peu tout ça, dans le fond. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et c'est le fun de voir aussi, parce que là, je vous ai amené un cours vidéo des délégués commerciaux, un cours vidéo de DC, mais il y a des banques de vidéos très intéressantes. Il y en a certainement qui correspondent à ce qui vous intéresse, vous. C'est le fun d'aller jeter un coup d'œil là-dedans. C'est des ressources. D'autres commentaires, Martin? Bobby? Est-ce que tu Moi, c'est correct. Bobby? Oui. Oui? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Et les vidéos, est-ce que ça t'inspire quelque chose, ces vidéos-là? Ben écoute, c'est sûr, ça rentre dans mon domaine, là. C'est bon à savoir. J'ai gardé le lien, c'est sûr que je vais le garder dans mes favoris, là. Mais je veux dire, l'approche au niveau du ciblage des marchés et des liens, là, c'est très bien. Je fais une petite parenthèse, je suis allé, c'est parce que moi, dans le fond, j'ai des projets à l'heure actuelle dans le domaine des pourvoiries pour mes stations hybrides. Oui. Et puis, j'en ai 4 à faire pour le printemps, en essai. Et puis, bon, je m'étais dit, bon, si je veux viser d'autres marchés avant d'aller à l'international, tu sais, il y a des marchés en site isolé au Québec, ce qui serait potentiellement très intéressant. Puis, je suis tombé justement sur un magazine qui s'appelle Les Pourvoiries. Il y a 384 pourvoiries avec tous les détails, les courriels, numéro de téléphone, le coût par semaine, etc. Fait que ça donne, là, ni plus ni moins comme une étude de marché déjà faite, là. Fait que ça, c'est bien, bien intéressant. Fait que, tu sais, ça permet de cibler le marché assez rapidement. C'est le fun. Et alors, je vous ai amené ça strictement pour vous montrer qu'il y a des outils qui sont mis à notre disposition pour nous faciliter le travail. Je vais poursuivre parce que il nous reste à peu près une demi-heure, à moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose. Frédéric, je vois que ton affaire bouge, mais j'entends rien. Donc, si tu as un point... Non, il bouge depuis les... Tu nous entends quand on parle? Là, je t'entends. Avez-vous un commentaire? Bon, il bouge tout le temps. Ah, Ça semble bon de ce côté-ci. oui. Moi, ce que je retenais, c'était surtout le travail de préparation à faire avant d'aller, par exemple, dans un salon, là, Oui. ou quand on veut aller chercher un nouveau marché, que ce soit local, régional ou international, c'est toujours le travail de préparation qui est important. Excellent. Alors, c'est tous des éléments qu'on va voir dans les prochaines semaines. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les organisations que je vous présente ont à cœur que vous ayez les outils pour vous rendre là. Qui sont là pour vous aider. Je pourrais peut-être te remettre un peu d'image, là. Excuse-moi. Alors, pour que vous ayez... je vais vous amener constamment des outils comme ça, des vidéos à chaque fois, pour vous montrer ce que EDC a une grande banque de matériel disponible, comme les affaires extérieures mettent une grande banque de disponibilité de vidéos. On comprend qu'ils ont les moyens et qu'au Québec, on a d'autres outils. C'est bon? Alors, je ferme les micros. Ploup, ploup. Je poursuis. Alors, EDC est avant tout une entreprise spécialisée dans l'assurance sur les recevables. Lorsque je vends à l'étranger, comprenez bien ceci, mon recevable étranger n'est pas escomptable à la banque. Parce que si je vends dans l'État de New York et que mon client américain ne paye pas, mon recours est très difficile. Par contre, si je l'assure, et ça coûte presque rien à assurer, un quart de 1% ou 1%, quelque chose comme ça, mon recevable devient à ce moment-là garanti par EDC, donc garanti par la couronne, garanti par la reine. Et à la banque, c'est comme si c'était un recevable local. Donc, je peux normalement, si j'ai des marges en place à la banque, je peux marginaliser ce recevable à des taux réguliers comme ici, jusqu'à, par exemple, 75%. Alors là, ça devient intéressant parce que ça devient un outil financier. Alors, la force dans tout ça, c'est que le EDC met en place, ça c'est un des outils, l'assurance recevable pour l'entreprise, mais elle met aussi d'autres outils qu'on nous verrons plus tard quand on parlera financement des opérations. Mais lorsqu'on fait un projet international et qu'on doit émettre une lettre de garantie pour obtenir l'avance, mais si j'obtiens une lettre si j'ai une avance de 100 000,
qu'il faut que je mette une lettre de garantie de 100 000, la banque va me demander 100 000, fait que ça ne me sert à rien d'avoir une avance parce que la banque va le prendre. La lettre de garantie, c'est comme un document qui dit, le client, s'il dit, je ne suis pas content, je vais être payé tout de suite, la banque, elle ne doit pas poser de questions, elle doit rembourser. Alors, EDC vend un programme qui coûte pas cher, qui va donner à la banque la garantie pour la lettre de garantie. Ça ne touche pas à mon capital, ça ne touche pas à ma marge. Ça devient intéressant. Donc, je peux avoir mon avance, puis je peux commencer à travailler avec l'avance. Évidemment, une lettre de garantie, elle pourrait faire sujet à ce qu'on appelle un appel abusif. J'ai expliqué que l'entreprise ou l'organisation étrangère ou le gouvernement étranger pourrait dire « je ne suis pas satisfait, je veux mon argent ». La banque, elle n'a pas de justification, elle n'a pas de question à poser, elle doit payer. Alors, EDC vend une assurance contre le rappel abusif. Ça veut dire que si vous faites le travail qui est prévu, puis que le client réclame, la banque est obligée de payer, mais EDC va payer la banque, pas vous. Alors ça, c'est des outils qui nous permettent d'aller plus loin. On va pas faire le tour de ça. Alors, ils mettent en place pour vous une multitude de choses pour, alors dans leur centre d'expertise, là-dedans, dans les infos pays, entre autres, et on va retrouver toute une série de solutions qu'ils vous offrent pour pouvoir être compétitif sur le marché étranger. Ça devient autant de solutions intéressantes. L'assurance, le financement, la caution et les garanties bancaires. On y reviendra quand on sera rendu là. Avant tout, c'est une agence de la Couronne pour appuyer le financement des exportations canadiennes de différentes manières. Mais ils font aussi certaines compétences techniques. Il y a un nouveau programme qui est en place, qui n'est pas encore très bien annoncé, qui va être officiellement annoncé bientôt, qui est une espèce de programme de mentorat pour la PME. Vous avez bien compris, de mentorat pour la PME. Ils veulent vous assister pour mieux travailler, en se servant de leurs outils, bien sûr, pour aller à l'international. Alors, de mettre les joueurs nécessaires autour de la table, c'est super le fun. Alors, EDC, source de référence, des livres blancs, des documents. La semaine dernière, je pense que le document que je vous ai donné, ça provient d'Exportation Développement Canada et ça vous permet de comprendre plus comment ça fonctionne. On devrait se servir facilement de toutes ces choses-là. Alors, EDC incontournable. Et EDC publie aussi un bulletin. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais dans le centre d'expertise, vous allez retrouver ça. Il y a un bulletin, et encore une fois, c'est gratuit. Puis c'est pas la redondance du bulletin fédéral, c'est un autre bulletin d'information mensuel qui est publié. Ils ont des chiffres, des statistiques, ils ont le commentaire hebdomadaire de l'économiste en chef. C'est captivant. Un chef de PME n'a pas le temps de lire ça. Mais tu reçois ces choses-là, de temps en temps, tu l'ouvres, de temps en temps, tu jettes un coup d'œil, et de temps en temps, dans ce que tu vas lire, ça va t'inspirer. Donc, source de référence, et ça coûte 0. Moi, j'aime ça quand c'est 0. Bon, je suis de mon avis, là, mais plus c'est 0, plus je suis content. Dans les manufacturiers exportateurs, là, on tombe dans les associations privées. L'association entre les manufacturiers exportateurs du Canada, et au Québec, il y a une version québécoise, les MEQ, Manufacturiers exportateurs du Québec. À l'origine, c'est un lobby des entreprises canadiennes qui travaillent sur les marchés extérieurs. Alors, on trouve des Lockheed, des choses comme celle-là, mais des entreprises plus modestes aussi, ont mis en place un site de jumelage international d'entreprises. Alors, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, RCE, Réseau canadien des entreprises, cherchez sur Internet. Dans votre secteur d'activité, la machinerie, ben, si je mets ma possibilité d'offrir de la machinerie là-bas, ils vont essayer de trouver de la clientèle pour vous. Ça coûte combien? 0. C'est le fun. Est-ce que ça marche? Vous me le direz. Okay? Moi, j'inscris mes affaires sur toutes sortes de tribunes depuis longtemps. Et oui, j'ai déjà trouvé des clients qui ont acheté chez nous. J'ai vendu du café pendant des années à une entreprise israélienne qui m'avait trouvé sur un site comme celui-là. Puis dans le temps où c'était peu populaire. On parle avant les années 2000. Alors, ça vaut la peine des fois d'aller jeter un coup d'œil dans ces routes inexplorées. Alors, les manufacturiers exportateurs, toujours un lobby, font des activités, surtout à Montréal, parfois à Québec, d'appui à l'exportateur.
mais appuient à leurs membres beaucoup, à leur formation, sensibilité, déjeuner, conférences, etc. Là, je vous parle de ça parce que c'est de l'association privée. Ce sont des lobbies d'entreprises, des regroupements d'entreprises qui font ça. C'est une source d'information aussi. Ah! Là, on arrive chez Export Québec. Export Québec, ben, on n'a pas le même budget que le fédéral. On fait bien avec ce qu'on a. Alors, la semaine prochaine, il y a un séminaire, financer vos projets d'exportation. Oh, j'ai même pas vu, j'ai pas lu. Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est live? Est-ce que c'est dans une salle? Ben, ça serait intéressant. Si quelqu'un de votre groupe était là, je pourrais y aller pour vous. J'y ai pas pensé. Je viens de voir ça, là. Je l'ai même pas vu annoncer. Financer. Je prends note. Oui. Tony, c'est Tony, mon micro est encore ouvert. Oui. Tu passes ton temps. Les trous de connexion, ça déconnecte. Voilà. Alors, je vais aller voir pour vous cette activité-là, je n'avais pas vu ça. Alors, mais le point où je vais vous amener, des outils, portrait des exportations, statistiques, préparez-vous à exporter. C'est ce qu'on fait la semaine prochaine et on va se servir d'outils qu'on trouve sur le site du gouvernement du Québec, plus que n'importe quoi d'autre. Parce que le plan d'affaires international et son canevas, on le trouve ici. Le modus operandi, on le trouve ici. Le modus operandi pour le diagnostic à l'international, on le trouve ici. Les vidéos qu'on va voir la semaine prochaine sur le plan d'affaires internationales et sur le diagnostic viennent d'ici. Alors, je vous disais tantôt, il n'y a pas grand-chose. C'est pas vrai, il y a plein de choses. C'est complémentaire, fédéral et provincial. Alors, on va explorer ça un peu plus en détail la semaine prochaine, mais il y a des outils intéressants pour vous. Alors, on cherche Export Québec, puis on trouve ça tout de suite. Il y a un programme financier qui existe, qui est un peu similaire au programme fédéral, un peu moins généreux, un peu plus complexe d'approche, qui est présentement vide de fonds, mais on est à une semaine de la fin du budget et la semaine prochaine, le nouveau budget, donc l'argent va redevenir disponible pendant une couple de mois. Alors, si on est prêt à déposer, ben on aurait déjà travaillé nos fonctionnaires maintenant pour déposer après le 1er avril pour avoir de l'argent disponible à partir du mois de mai-juin pour nos activités fin 2016, 2017, 2018. Alors, j'ai une de mes entreprises, ils ont déposé il y a 10 jours. Évidemment, ils ont dit on n'a pas d'argent, mais il est sur le dessus de la pile. Alors, dans 2 semaines, ils vont y revenir en disant oui, peut-être. Non, corriger ceci. Si c'est oui, ben, on peut commencer à travailler pour eux avec un remboursement sur un certain nombre de dépenses. C'est toujours utile. Alors, évidemment, il faut s'adresser à Eric en premier lieu. Parce que le fonctionnaire responsable, c'est lui qui le connaît. Et c'est lui qui amène votre entreprise là. Je ne vous suggère pas de le faire seul. C'est toujours un peu plus compliqué. Puis quand on connaît son fonctionnaire, c'est plus facile. Il y a des avantages à faire ça. Donc, de vous référer à Eric tout le temps pour ce genre de choses-là. Là, je vous ai expliqué aussi autre chose. Le gouvernement du Québec met en place un outil que le gouvernement fédéral ne met pas. Ça s'appelle Expansion Québec. C'est l'accès à des bureaux partagés dans plusieurs centres sélectionnés. Je ne fais pas la liste des centres, mais il y en a un à Dakar, moi qui est concerné par l'Afrique. Il y en a un à Ouagadougou. Je ne sais pas si vous savez tous où ça se trouve, Ouagadougou, ça n'a pas d'importance. Il y en a plusieurs aux États-Unis, il y en a dans d'autres pays. C'est un truc en collaboration avec la France qui a été mis en place, ce qui fait que vous avez accès à un bureau, il y a le plan argent, or et platine, le nom sur la porte, le numéro de téléphone privé ou un truc général, qu'importe. Ça vous permet d'avoir un endroit de travail à vous. Par exemple, à Houston, ou à Boston, ou à New York. Ça veut dire que quand vous allez là-bas, vous avez votre bureau pour le temps que vous vous en servez. Vous pouvez recevoir des clients, ils viennent à votre bureau à New York. Wow! Ça vous coûte quoi? Un tarif ridicule. C'est bas, c'est pas cher, c'est subventionné. Et c'est très professionnel. C'est beaucoup plus professionnel que de les recevoir à l'hôtel ou au restaurant. Ça ne vous empêche pas d'aller au restaurant. Mais là, vous les recevez votre bureau dans Manhattan. Ben, c'est gagnant. Alors, il y a un forfait qui est pas cher au début, puis si le besoin est grandissant, ben, il vous offre un paquet de services correspondant à ça. Ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Continue. Ah, en agroalimentaire. L'incontournable.
Le groupe export agroalimentaire. Nos plus fortes exportations au Québec, c'est dans l'agroalimentaire. Ça veut dire qu'il y a cette organisation-là, privée, qui est mise en place, qui est subventionnée fédérale et provinciale, pour appuyer tout ce qui est production agroalimentaire et son exportation. Alors, ils ont un programme exportateur de classe mondiale qui est financé par le provincial. Ils ont un autre programme par le gouvernement fédéral, le programme Agri-Marketing. Ce sont des programmes indépendants des deux autres dont je vous ai parlé tout à l'heure, orientés simplement agri-food. Fait que ceux qui sont dans les produits agroalimentaires, ici dans la liste, ça, c'est pour vous. C'est vraiment, pas besoin d'être membre, mais on peut être membre. Pour nous, quand j'avais la compagnie de café, ça, c'était le membership le plus payant. Ça me coûtait 850$ par année à l'époque. Et je recevais de leur part, en remboursement de dépenses justifiables, participation d'efforts commerciaux, billets d'avion, hôtel, des choses comme ça, 4, 5, 6, 7 000$ par année. Ça vaut la peine. En tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais 4, 5, 6, 7 000$ par année, pour moi, ça vaut la peine. Alors, on se servait de ça. Très intéressant. Beaucoup d'informations, de la formation à distance sur les douanes, la logistique, de l'appui pour l'étiquetage dans d'autres pays, l'envoi de petits colis à tarifs préférentiels, toutes sortes d'outils qui vont vous rendre la tâche beaucoup plus facile. Ça vaut vraiment la peine. Pour l'agroalimentaire seulement. Si je veux importer, il y a un seul point, importer des trucs, un seul point pour m'appuyer là-dedans, ça s'appelle TFO Canada. TFO, ça tient pour Trade Facilitation Office, le Bureau de facilitation du commerce du Canada. C'est à Ottawa. Il y a beaucoup d'outils en ligne, beaucoup d'outils gratuits, le guide de l'importateur au Canada, par exemple. Et il y a des tas d'études de marché disponibles. Alors, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un client français qui est intéressé à importer des huiles essentielles. Ben, j'ai trouvé, là, une étude de marché qui datait de l'année sur le marché des huiles essentielles au Canada. C'est une de mes sources d'information lorsque j'ai un client étranger qui va venir au Canada. La majorité de tout ce qui est là-dedans est gratis. Alors, ça vaut la peine, ça m'intéresse. Fait que si je suis à Sept-Îles et que je veux vendre des produits en Ontario et que je veux de l'information sur ce marché-là, la confiture au Canada, la confiture en Ontario, l'accès aux supermarchés et aux grandes chaînes, je vais trouver ça là. Je me considère juste comme un importateur, Rest of Canada, ROC, puis je vais trouver ça là. Je peux lire, c'est là, c'est disponible, c'est vraiment le fun. Alors, c'est un autre outil, puis Info Canada. Évidemment, vos ORPEX, celle dont Eric fait partie, vous êtes la grande partie bleue ici, là. Alors, on retrouve les autres ORPEX sont là-dedans. Il y a quelques outils disponibles. Ce n'est pas l'organisation la plus généreuse d'outils, mais il y en a quelques-uns. La Chambre de commerce de Montréal métropolitaine. À Québec, la même chose. On va retrouver quelques outils, formation. Montréal organise des missions vers des marchés extérieurs. Fait que ça peut être intéressant de voir ce qu'eux offrent. Et c'est pas parce qu'on est en région qu'on ne peut pas joindre à la délégation de la Chambre de commerce de Montréal pour aller à une rencontre d'occasion d'affaires à Montréal le 12 avril sur Cuba, où l'ambassadeur de Cuba au Canada va venir parler de l'opportunité cubaine, si ça pouvait m'intéresser. Évidemment, vous ne venez pas à Montréal toutes les semaines, mais dans ce temps-là, on s'arrange pour combiner toute une série de rencontres, dont le délégué commercial fédéral dont on a parlé tout à l'heure, une rencontre à Info Entreprise, on en parlera en recherche de marché, c'est un incontournable, puis une activité de la Chambre de commerce. Je fais concorder mes dates pour tomber toutes à ce moment-là. Pourquoi pas? Ça devient valable. Et encore un autre outil pour terminer cette partie-là. Vous savez, lorsqu'on exporte à l'étranger, ça prend un certificat d'origine. Certificat d'origine, ça se fait, on peut le faire direct à l'entreprise. Le certificat d'origine doit être validé par une chambre de commerce. Ça fait partie des services des chambres de commerce. Mais la Chambre de commerce de Montréal, en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, la FCCQ, a mis en place une certification électronique. Ouais, super. Ils gardent les données, il y a des registres pour ça, tout est en place. C'est facile, ça coûte presque rien et ça fait un certificat d'origine officiel
disponible à peu de frais partout. Alors, vous êtes à l'usine dans le nord du Québec, vous avez accès à ça facilement. Bon. Alors, je veux vous présenter une dernière vidéo, Export Québec. Les gens d'Export Québec, parce qu'ils aussi ont des délégations commerciales, comme le fédéral, dans plusieurs pays. Alors, on les retrouve au Mexique, on les retrouve en Belgique, on les retrouve au Brésil, on les retrouve très présents en Chine. Ça veut dire quand notre ministre ou notre premier ministre s'en va en Chine, c'est la délégation du Québec en collaboration avec la délégation fédérale qui va s'occuper de ça. Et le gouvernement du Québec ouvre sa première délégation commerciale en Afrique au Sénégal. La ministre Saint-Pierre est allée il y a 2 semaines pour l'annoncer. Ça n'a pas beaucoup fait les journaux aussi, pas du tout en fait. Et ça va être la première représentation diplomatique du Québec sur la planète. Quand même. Non, mais soyons fiers de nos trucs. Je vous donne un lien. Vous cliquez dessus, vous l'écoutez, puis on revient finir ça ensemble tout de suite après. Bon. Vous m'entendez? Oui. J'ai mis les micros. Vous pouvez répondre? Bonjour? Ouais. Oui. J'ai mis les micros pour terminer le dernier quelques minutes. Alors, ce que j'ai essayé de faire avec vous autres, c'est de vous montrer l'environnement dans lequel on évolue à l'international, les outils qui sont derrière nous pour nous appuyer, un tas de ressources qui sont disponibles. On n'a pas fait le tour au complet, il y a d'autres choses, mais ce sont les principaux, les plus utiles, les plus facilement accessibles et surtout les gratuits ou les moins chers. Évidemment, il y a toutes les consultations privées et autres de toutes sortes. La BDC fait partie de ça. La BDC vend ses services de consultation. Mais votre commissaire à l'exportation, Eric, dans son ORPEX, est un juge efficace pour savoir qui peut vous aider de quelle manière pour avoir le mieux possible. Je vous ai mis un guide publié par le gouvernement canadien, Réussir sur les marchés étrangers. C'est publié par la BDC pour vous. C'est ma publication du jour que je vous propose. Alors, ça commence par la première partie, expansion internationale. Êtes-vous prêts? C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, ma suggestion, votre devoir de cette semaine, ça serait de lire la section, la page, de la page 05 à la page 09, 08. 3 pages. C'est pas énorme, là. C'est même des petits textes. Juste pour qu'on comprenne notre préparation de marché, puis si vous avez notre préparation à l'exportation, et si le cœur vous en dit, ben, vous iriez lire, choisissez les bons marchés et plan d'entrée. Mais ce serait le document d'introduction pour notre travail de la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je vous explique diagnostic, je vous explique plan d'affaires international, et là, je vais vous mettre au travail pour les prochaines semaines. Parce que, idéalement, à la fin de ce cycle, vous devriez avoir dans les mains un plan d'affaires international complété ou presque complété, avec un budget. J'aimerais vous amener là. Ça, c'est... Vous pensiez peut-être que c'était un cours assis, on écoute, puis on attend que ça finisse. Je veux que vous ayez des outils utiles. Je veux que ça marche. Je veux le succès de vos entreprises, puis je vais vous pousser dans cette direction-là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais si vous le faites, on va gagner tous quelque chose en bout de course. On va travailler mieux, on va travailler plus efficacement, on va avoir de meilleurs résultats, puis on devrait avoir des retombées économiques plus sécures, plus rapides. OK? Bobby, tu veux savoir quoi lire? Écoute, il y a à peu près 18 pages à lire. C'est des petits textes gros de même. C'est pas grand-chose. Si je t'amène une page en n'importe laquelle, comme celle-là, regarde, ça c'est une page. Il y a 4 paragraphes. Ça ne remplit pas une page. Alors, tu as à peu près 15 pages à lire comme ça. Tu devrais être capable de faire ça d'ici la semaine prochaine. Ça va nous donner le ton. Vous allez être mentalement prêt. Ça va aller beaucoup plus vite à la compréhension de la semaine prochaine. Parce qu'on passe ensemble que 2h15, 2h03. La semaine prochaine, on couvre 2 parties. Diagnostic, première partie, plan, deuxième partie. OK? Alors,
Si vous avez des questions, je les prends maintenant. Sans ça, bonne lecture, bonne préparation pour la semaine prochaine. On commence à êtes-vous prêts la semaine prochaine. C'est bon? Alors, j'espère que ça a correspondu à ce que vous attendiez. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de lire votre texte avant la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, ben là, on embarque dans la base de construction de ce qu'on veut faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Je vous l'enverrai. Mais normalement, ouais, c'est sûr que moi, il faut que l'envoyer par courrier. Parce que sur l'ordinateur, les liens sont téléchargeables. Ça va vous éviter de le prendre.